Allez, les 16h30, c'est l'heure de parler de sport sur le stream, dans House of Sport, dans la maison des sports, squatté depuis de nombreuses années, il faut le dire, par First Team. Et c'est belligérant tout autour de la table. Voilà, un petit mot un peu à l'ancienne, un mot à l'ancienne pour vous régaler, et notamment autour de la table, le GOAT de déplacement financier des bonnes tables, monsieur Thomas Dufond. Salut Tom. Voilà, bonne info, je suis pas au courant. J'aimerais bien être le GOAT de déplacement financier. Si. Mais c'est pas encore le cas. On sait qu'il y a un compte au Caïman. Officiellement, tu fais pas de bonnes affaires, mais au Caïman, ils savent que tu sais faire de bonnes affaires. Caïman, la boîte de nuit. Le GOAT de la Night, c'est du Mektoub, monsieur Erwan Abotret, qui vient de prendre justement la parole. Ça va, Erwan? Non, écoute, je passe le flambeau, je viens de te le dire avant l'émission. En plus, non, mais en plus, et sur la Night et sur le Mektoub. J'avais hésité entre... Les deux sont liés. Je voulais pas mettre la Night, je voulais mettre les beaux lieux. Et tu m'as dit les beaux lieux parisiens. Non, mais ça, on ne dira jamais. Claudio Beaulieu. On ne dira jamais adieu aux beaux lieux, mais on les quittera à 22h désormais. Voilà. Le GOAT de l'île de Ré et des sports à pédales, parce que sur ma fiche, il y a marqué 2 pédales, mais c'est pas tout à fait le thème. Ça marche aussi. Polo Arrière. Comment ça va? Il a passé aussi la main là-dessus. Oui. Sur l'île de Ré, non? Non, sur l'île de Ré, non. La famille est là-bas, mais sinon ça va très bien. La forme. Les sports de pédales qui reviennent très rapidement là. Oh là là, j'attends pas tout à l'heure. Ils sont revenus ce week-end. Je spoil pas l'émission, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Compliqué de toute façon si tu suis Polo sur les réseaux sociaux de pas avoir vu que les sports de pédales étaient de retour. J'ai pas envoyé le bizarre sur les réseaux sociaux. Faudra que tu m'expliques en quoi Thibaut Pinot est un roi par contre. Ah, parce qu'il a un gros palmarès, un excellent palmarès. Et ça aussi, on a tendance à l'oublier quand dans on parle de Thibaut Pinot. Il y a Payet, et puis dans le... non, parce que Thibaut Pinot... Il y a Thibaut, j'allais dire n'importe quoi. Thibaut Pinot, contrairement à Dimitri Payet, Thibaut Pinot a beaucoup gagné dans sa carrière. Ouais. Ne parlez pas tout de suite de Thibaut Pinot, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir sur ce plateau qui va nous en toucher un mot tout à l'heure. C'est jamais... C'est jamais bon signe dans ce quelqu'un touche un mot de cyclisme. Et puis, notre invité aujourd'hui, notre GOAT des débats tennis autour du GOAT, Thomas Glavieux-Moreau est avec nous. Salut Thomas. Salut à toutes. Salut à tous, pardon. Ouais, ça marche assez. Voilà. Non, mais c'est bon, on n'est pas genre ici. Nous sommes inclusifs. Okay. On est inclusifs. On va forcément parler avec toi de Rafael Nadal, de son 21e titre en Grand Chelem. Ça sera le gros dossier de la semaine. On va évoquer aussi Tom Brady. Est-ce qu'il partira à la retraite, oui ou non? On va essayer de... A priori, oui, quand même. Et on reviendra bien évidemment sur l'œuvre de Tom Brady, les news, le mot de Tom, donc vous l'aurez compris. Et puis voilà, plein de petites infos. On va parler un super quiz, les gars. Je vous ai refait un blind test. Mais là, cette fois-ci, on va se régaler un petit peu plus que la semaine dernière. Ça va être sympa. Si on pouvait avoir plus de 7 minutes pour faire le quiz. Oui, voilà, on va gérer le timing. On a 1h42, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire qu'on sait jamais. Et puis, bien sûr, je parlais de GOAT parce que le GOAT du Beaujolais, de la région et pas la boisson, bien sûr, Tom Tiravino viendra nous faire son mot autour de l'idée, justement, du greatest of all time. Il viendra nous en parler avec un papier toujours bien aiguisé, toujours bien inspiré. Allez, les amis, les news, on perd pas de temps, justement, parce qu'on veut garder du temps pour le quiz en fin d'émission. Les garçons, les news, il est 16h33, tout à l'heure 23h59, ce sera la fin du mercato d'hiver de football. Alors du coup, on vous a sélectionné 5 grosses infos, il y a des officialisations, il y a des joueurs qui ne viendront pas parmi toutes ces petites infos aussi également. Bref, c'est un petit peu les par contre, c'est que Drogba ne reviendra pas l'autre. Non. Oh non. C'est vrai, t'as raison. On peut aussi demander au chat où va signer Baebek aussi, on se posait la question. Tiens, question quiz, tiens. Petite question pour le chat, où est-ce qu'était Baebek déjà avant de signer dans son nouveau club et où est-ce que Baebek va jouer on se souvient Jean-Christophe formé au PSG notamment. Exactement, et passé par Valenciennes aussi, mais ça personne s'en souvient. Aussi. Et 3, c'est vrai. Il était pas mal prêté Jean-Christophe. Allez, trichez pas, n'allez surtout pas voir sur le net. Je ne sais pas si on vous offrira un cadeau, mais en tout cas, vous aurez tout notre respect, les amis, si vous trouvez bien sûr cette magnifique question posée par monsieur Polo Harrer. Alors, parmi les infos mercato dont je voulais vous parler, il y en a une qui m'a sidéré cette semaine. Diego Costa a été proposé à Saint-Etienne. Diego Costa a été proposé à Saint-Etienne. Il était chaud apparemment pour venir à Saint-Etienne, mais Saint-Etienne a dit par téléphone... Il a accepté les conditions salariales. C'est ça. Alors apparemment oui. Apparemment lui était chaud pour venir. Je sais pas s'ils ont eu le temps. Je sais pas s'ils ont eu le temps de discuter ensemble, en tout cas du salaire, etc. Puisque quand l'agent a appelé Saint-Etienne, Saint-Etienne a dit on n'est pas intéressé. Saint-Etienne, on rappelle, qui a pris Enzo Crivelli dans la foulée. Diego Costa qui ne vient pas à Saint-Etienne. Franchement, les gars, c'est quand même l'info news la plus drôle de la semaine dernière. Les supporters aussi ont dit non pour Bafétim Bigomis. Oui.
Oui, ça, t'as raison. Oui, t'as raison, ouais. Qui part à Galatasaray, du coup, qui revient à Galatasaray. Qui était au Moyen-Orient, Proche-Orient, je sais plus exactement, mais qui faisait une bonne saison, cela dit. Donc c'est un peu couillon. Après, il y a un truc avec le fait d'être un ancien Lyonnais, on sait que ça compte dans la région. Enfin, il a joué aussi à Saint-Etienne. Ouais, mais on l'a oublié. C'était back in the day, ça. Enfin bon. Diego Costa proposé à Saint-Etienne, refusé par Saint-Etienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec Saint-Etienne ou pas, les gars, franchement? Je sais pas, c'est difficile de parler de Diego Costa comme ça sur le papier. Oui, t'as raison. Diego Costa, on connaît son palmarès, on connaît ses qualités aussi de footballeur et autres. Maintenant, il est dans quel état? Enfin, j'imagine que les dirigeants de Saint-Etienne ont de bonnes raisons de ne pas aller sur lui. Sinon, c'est incompréhensible. Il devrait avoir des infos. Peut-être effectivement qu'il est cramé, peut-être qu'il y a une blessure. C'est quand même curieux que lui accepte aussi le Paris Saint-Etienne quand on connaît quand même la carrière du Gonze. Maintenant, je me dis que dans le profil, dans un monde parfait, son profil, il est parfait pour jouer le maintien avec Saint-Etienne. Oui. Pour la Ligue 1 aussi, quelque part. J'espère vraiment qu'ils le font, que c'est pas un délit de sale gueule et qu'ils ont des infos que nous n'avons pas. Ou une affaire de salaire. Oui, complètement. Il y a peut-être une info qui nous manque en effet dans ce refus. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Apparemment, ça a été avant de discuter argent. Apparemment, ça a été refusé par le board de Saint-Etienne. Mais écoute, est-ce que c'est pas aussi Duprat qui est là et qui lui aussi... Non, mais lui aussi. Il parle ni espagnol ni portugais. Il a dit non. Et c'est pas simple en français, donc. Non, mais t'as raison. C'est peut-être Pascal Duprat qui a dit non de base, en tout cas. C'était l'info un peu fofolle. Qu'est-ce qu'il va foutre dans le Forez à cette période-là de l'année alors qu'il est au Brésil et qu'il vit sa meilleure vie, j'imagine. T'as raison. Après, Saint-Etienne, c'est pas non plus. Bon, c'est pas la plus belle ville. Combien dans ton classement des oui, on y va. Je te laisse continuer. Je reviens vers toi dans quelques instants. Tu parlais de Saint-Etienne. Parlons de l'Olympique Lyonnais, les amis, où il s'est passé beaucoup de choses. Guimarães, déjà, qui part vers Newcastle. Opération 50,1 millions d'euros. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit 50,1. Je sais pas où sont passés les 100 000. Pourquoi les 100 000 C'est parce que c'est en livre. Oui, t'as raison, c'est vrai. Je suis bête, j'y ai pas pensé. 20% également qui reviendront, bien sûr, à l'Olympique Lyonnais sur la plus-value future, s'il y en a une, bien sûr, après Newcastle. Romain Fèvre, officialisé normalement d'ici ce soir, 16 millions d'euros plus 2 millions de bonus, transfert record pour le Stade brestois. J'aime beaucoup, moi, ce joueur-là, Romain Fèvre. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, il a fait énormément de bien. Il va beaucoup leur manquer. Mais on a l'impression quand même que le Stade brestois a plus ou moins bien géré sa première partie de saison et assuré son maintien. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'il arrive sur un profil quasi identique à celui d'Aouar. Je suis curieux de voir les deux cohabiter. C'est vrai, il y avait le Milan AC qui était sur lui. Je crois qu'ils avaient proposé 11 ou 12 millions cet été. Finalement, il était resté. À 18 millions, tu laisses partir. Ah oui. Il faut savoir bien vendre. C'est toujours aussi ce truc-là pour ces clubs de Ligue 1 qui vivent aussi par le biais des transferts. De rater, il s'est arrivé de très nombreuses fois, de rater le bon transfert. On peut penser à Camavinga qui à un moment donné, on a eu peur qu'il parte gratos. Finalement, il va au Real pour 40 millions, mais on parlait quand même de 100 millions. Donc il faut arriver à bien vendre. C'est important pour nos clubs de Ligue 1. T'as raison, exactement. Et ça peut être l'occasion pour Lyon, parce que s'il confirme à Lyon les 18 millions que tu as investis, à mon avis, derrière, tu peux faire une belle culbute vers l'étranger. Guimarães, on en parlait, j'introduisais là-dessus. Guimarães, 50 millions. Alors, on sait qu'il est très important à l'Olympique lyonnais, mais quand même, 50 millions, ça se refuse pas aujourd'hui. Non, ça se refuse clairement pas. Et puis surtout, on sait que les clubs comme Newcastle, là, ils vont bombarder. Ils ont besoin de se monter une équipe incroyable. C'est le club officiellement le plus riche du monde. Donc, je pense qu'ils sont pas à 15-20 bâtons près. Non, ça se voit. Maintenant, Lyon, c'est quand même, ça a été un petit peu curieux. Ça a surpris beaucoup de gens qui laissent partir Guimarães. Ça a peut-être en dit long aussi sur les ambitions futures des Lyonnais. Moi, c'est plus ça qui m'attriste un peu pour les Lyonnais qui sont censés faire une deuxième partie de saison et essayer d'aller choper cette place pour la Ligue des Champions. Là, tu vends un mec important au milieu de terrain, curieux. Le truc, c'est que il y a le double truc. Donc, bien vendre. Ils ont bien vendu. Au bout d'un moment, on parle aussi de 20%, tu l'as dit. Oui, 20% sur la plus-value. S'il y a une plus-value, s'il y a plus-value derrière. C'est énorme. Ouais, clairement. Maintenant, le signal que tu envoies au groupe, aux fans et dans le projet lyonnais, il est quand même assez étonnant. Moi, je l'entends et je pense qu'ils ont bien fait de le faire parce que le foot aujourd'hui marche comme ça. Au bout d'un moment, ils sont tellement dans la galère. Si tu commences à vendre tes meilleurs joueurs, tu te retrouves rapidement dans la merde. Donc, je peux comprendre la frustration des fans lyonnais, même s'il a été bien remplacé. Lyon, c'est pas le Stade brestois, tu vois ce que je veux dire. Quand ils vendent Fèvre, Brest, ils ont raison de le faire parce qu'effectivement, après, peut-être qu'on sait pas. Ça marche aussi pour les grands clubs, Fekir, Aouar, tout ça, mon gars. Il faut savoir bien vendre. Et surtout que Lyon, depuis 20 ans, a toujours très bien vendu. Ah oui, ça a toujours été une grande qualité de Lyon à qui on peut rien leur tirer. Pas trop ces dernières années. Non, moi, c'est des dernières années. Peut-être que Guimarães voulait partir aussi, les gars. Peut-être qu'à la première ligue, avec son profil et tout, etc., ça peut être très intéressant. À partir du moment où le mec veut partir, difficile aussi dans un projet
qui est récent et qui va sûrement être amené à jouer les hauts tableaux dans les prochains mois. Il va falloir d'abord qu'ils se maintiennent. d'abord. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est ce que tu disais. Est-ce que Guimarães vaut 50 ? C'est ça la vraie question. Je pense que tu surpayes aujourd'hui quand tu es Newcastle. Newcastle a actuellement, tu disais, des bâtons pour en mettre et puis pour se forger une équipe qui est très très solide. Lyon saute sur l'occasion, a la chance d'être contacté par Newcastle pour le vendre. Tu fais 50 millions quand même. Moi, ils m'ont appelé Newcastle pour Thomas, 17 millions. Pour te dire, ils surpayent les mecs vilains. Et on a refusé. On avait Parce qu'on a des projets sportifs plus importants. J'ai choisi le projet sportif. Et puis, j'ai pas envie d'aller à Newcastle. T'as visité les installations, t'as pas les restos, il est allé sur The Fork. Merci la fourchette qui a traduit en anglais. Dernier mot sur le tweet, le communiqué de l'OL. Parce qu'il y a quand même eu sorti partout. Bon, c'est fait, c'était pour 36 c'était 40 millions d'euros, 36, 35 de livres. L'OL qui sort ce communiqué pour dire aucun accord n'a été trouvé, un démenti de ouf. Une heure plus tard, finalement, ça c'est la honte. Ça c'est la honte. Donc au bout d'un moment, dites rien, négociez. Alors on imagine que ils ont tapé sur un levier, enfin ils ont tiré sur un levier pour faire grossir l'offre. Mais les gars, tu passes pour un con. T'es pas obligé de passer sur Twitter pour utiliser un levier de négociation. Tout le monde d'accord en disant que merci Bruno Guimarães pour tout ça. Tu reviendras comme certains pour nous aider à reconquérir l'Europe. Incompréhensible. De quoi parle-t-il? C'est vrai qu'autant on peut faire les louanges, des reventes de l'OL, autant la communication, elle laisse quand même à désirer depuis de nombreuses années. Dernier dossier à l'OL, Ndombélé qui revient donc dans son ancien club, prêt gratuit avec option d'achat de 65 millions d'euros. Une partie du salaire sera pris en charge par Tottenham. Ndombélé, est-ce que c'est bon ou pas? On a quand même parlé de Ndombélé, de Romain Fèvre qui sont des milieux. Aujourd'hui, on va avoir le retour de Adélaïde aussi. De Reine Adélaïde, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez un peu du retour d'Ndombélé? Vous y croyez ou pas? Oui, moi j'y crois. Moi je pense que même au PSG, j'aurais bien aimé que. Moi j'aurais détesté, je te le dis direct. Dans l'optique de solidifier un milieu de terrain, notamment avant Madrid, j'aurais trouvé ça intéressant. Donc forcément, s'il revient en France et à Lyon, c'est un très bon coup pour Lyon. Alors après, il y a évidemment les questions salariales, tu en as parlé, les questions de cette option d'achat qu'il faudra lever ou pas. Mais je pense qu'en tout cas, sur du. Oui, ou pas, vu c'est un prépayant apparemment, prépayant 1,2. Non, prêt gratuit. Non, prépayant. C'est officiel prépayant. 1,6 million. D'accord. Mais en tout cas, sur le plan sportif, moi je trouve que c'est du tout bon, quoi. Ça va donner de l'expérience et surtout ça va hausser le niveau de jeu de cette équipe. Surtout, en plus, si tu perds Guimarães, quoi. Donc non, pour le coup, je trouve ça malin à voir plutôt sur le moyen long terme. Mais là, pour le coup, je trouve ça tout bon. Moi, ce qui m'embête un peu avec ce type de retour, c'est qu'on parle d'un gars qui est en situation d'échec de ouf, quoi. Alors on connaît les qualités du gars. Moi, Ndombélé, il y a 3 ans, il est en équipe de France, il crève l'écran, il a tout pour être l'un des meilleurs milieux du monde. Il va à Tottenham, il prend un salaire, mais c'est quand même le deuxième salaire du club à Paris. Il est incroyable cette stat. C'est fou. Lui, tu reviens chez toi, c'est rare. Non, mais quand les mecs reviennent de leurs anciens clubs, on baisse un peu d'un niveau sans faire offense à l'OL et reperforme. Parce que là, on va lui demander quoi? D'être un pilier du milieu de terrain, être capitaine l'année prochaine. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on lui demande. Dans le système déjà de boss, où est-ce qu'il va se mettre? Moi, c'est la vraie question que je me pose. Après, c'est plus, moi, ce qui m'embête, c'est pourquoi il a raté à Tottenham. Parce qu'il n'y a aucun entraîneur qui a voulu, pas lui faire confiance, qui lui ont fait confiance, mais il a déçu tous les entraîneurs qu'il a eu. Et les entraîneurs qu'il a eu, on va faire la liste des noms si vous voulez, mais il y a quand même du sacré lourd. Et je sais pas comment ça peut cohabiter avec boss. Alors, soit il a pris des nouvelles résolutions pour 2022 et est revenu avec de meilleures intentions, mais je sais pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais après, l'opération financière, elle est intéressante. Tu revends 70 millions à Lyon. Et derrière, tu te le fais prêter pour une saison, tu en as bien besoin pour un petit peu plus d'1 million. Bon, tu perds pas. Parce que tu reviens dans un club où tu as eu tes habitudes, tu as peut-être moins d'attente qu'à Tottenham, comme tu l'as dit. Il est resté 1 an et demi aussi, il n'a pas fait non plus, tu vois. Ouais, mais il y a eu plusieurs entraîneurs en Ndombélé, le problème qui est en off, mais même pas trop, c'est qu'il est quand même difficilement gérable, qu'il a quand même une espèce de nonchalance latente. Énorme flemmard, on peut le dire. Dans tous les clubs, dans tous les contextes chez qui il est passé. Donc c'est plus cette question, surtout d'un retour au bercail. Est-ce que Lyon a besoin? Tu lâches Guimarães, qui est quand même un pilier qui était installé, un jeune international de 24 piges. Tu le lâches. Alors certes, tu prends 50 millions. Mais tu prends un mec sur lequel, effectivement, sur le football, il n'y a pas grand-chose à dire sur ses qualités intrinsèques.
mais qui quelque part fait une marche arrière dans sa carrière alors qu'il est encore jeune, par justement des comportements et par des grands coachs qui lui ont fait confiance. C'est pas des mecs qu'on n'a pas fait jouer, qui lui ont fait confiance et qu'on sont tous revenus en disant ah mais en fait il peut pas. Donc, je suis pas sûr que Lyon ait besoin de ça. En plus, tu sais, il y a toujours ce problème des joueurs français. Combien de fois on a dit le joueur français, il ne s'entraîne pas assez. Ancelotti l'avait dit, Zlatan l'avait dit, entre autres évidemment. Et lorsque les joueurs français partent, eh bien, ils prennent du plomb dans la tête et tout de suite ils se mettent à bosser et tout. Nasri par exemple. Nasri fait partie un des des exemples. Même Benzema. Oui, Benzema aussi, t'as raison. En fait, c'est des quand même un gros bosseur déjà. Non, mais bien sûr. Mais tu passes un cap en partant à l'étranger, en travaillant dans les meilleurs championnats, dans les meilleurs clubs, avec les meilleurs entraîneurs. Ndombele, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, il fait machine arrière. Il va falloir que lui soit fort dans la tête pour s'éclater. Ce que tu veux dire, c'est pas retrouver le confort, quoi. Excuse-moi, Thomas. Bah ouais. Non, mais il revient pourquoi C'est ça la vraie question. Parce que tu reviens dans un vestiaire où tu as Boateng, où tu as Paqueta qui est adoré, adulé par tous les supporters, où tu as des attaquants qui performent relativement correctement, où tu viens pourquoi? Tes deuxième salaire de Tottenham, tu as un prêt avec option d'achat à 65 millions. Oui, donc on sait qu'ils ne l'offriront pas l'option. Donc improbable. Ça veut dire que tu viens pour une demi-saison et l'année prochaine tu fais quoi? Tu vas pas être capitaine, ils vont pas lâcher 65 alors qu'ils viennent de prendre 50. Donc quel est l'objectif de ces 6 mois, tu dis quoi toi? Tu dis quoi? C'est juste qu'ils viennent se relancer. Lui il vient se relancer et l'OL espère un grand Ndombele pour faire un comeback sur la phase et essayer de redevenir le joueur qu'il était pour repartir soit à Tottenham soit ailleurs, non? Donc tu te relances, ça veut dire que t'es pas européen à la fin de la saison, tu fais quoi? C'est une bonne question. Ça veut dire que tu perds en quart d'Europa, tu fais quoi? Ah mais t'as raison. Mais même lui, si Conte le vire maintenant là, c'est-à-dire qu'il le reprendra pas dans 6 mois. Non, c'est sûr. Et lui, de toute façon, son but, c'était d'aller au PSG. On rappelle que c'est un des grands potes de Kylian et que parmi les facteurs négociations, il voulait venir là. Méfie-toi. Il voulait venir justement au PSG. Ça faisait partie des choses pour lesquelles Mbappé allait céder. De la calinothérapie. Voilà, exactement. Lui, son but, c'était d'aller au PSG. Ça avait du sens. Là, il y va, c'est clairement un choix par défaut. On rappelle que Paris avait essayé de le faire venir et qu'ils voulaient inclure des joueurs dans la transaction, mais que finalement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, bien sûr, avec Tottenham. On n'a pas pris Kerrer, c'est bon. Dommage. On l'a emmené à l'aéroport nous-mêmes ou à l'Eurostar, bien sûr. Partons à l'étranger, les amis, avec une autre histoire assez drôle. On annonçait Aubameyang au Barça. On annonçait des négociations en cours entre Arsenal et le Barça. Tom, démenti du Barça, apparemment. Ouais, absolument. Alors, l'histoire est complètement incroyable. Il y a un tweet qui vient de sortir. On a vu Pierre-Emerick Aubameyang débouler ce matin au Barça, donc enfin à Barcelone, pas au Barça, à Barcelone. Ouais. On s'est dit bah voilà, c'est fait, il leur fallait un nouvel attaquant, encore un. Aubameyang est en échec à Arsenal, bah vas-y, pourquoi pas, on aimait bien le mariage. Visiblement, alors c'est la rumeur qui vient de sortir, le transfert va complètement capoter. Puisqu'il a décidé de son propre chef d'aller à Barcelone dans l'optique peut-être de signer au dernier moment, mais rien n'est fait. Mec, la discussion n'a pas commencé, quoi. Un peu chelou. J'ai jamais vu ça dans l'histoire. Normalement, t'envoies un fax ou un mail en 2022, oui, mais téléphone, tu te déplaces pas à Barcelone. Moi, j'ai vu ça, mais en CFA, quoi. Ouais. Et encore, parce qu'il avait 50 km à faire, le mec. L'autre, il a pris son avion privé, hop, il déboule. Mais il a raison. Mais il a tellement raison. Ils sont tellement aux abois, le Barcelone, dans sa gestion des derniers mercato, est complètement aux abois. Et ils ont surtout recruté, ils ont fait que se tromper ces dernières années sur le secteur offensif. Braithwaite en est le meilleur exemple. Pourquoi pas si c'était Pierre-Emerick Aubameyang, pourquoi pas tenter au bluff d'intéresser le Barça? Mais pour poker, le mercredi soir. C'est un genre de foot qui doit quand même le fait que ça fait pas crédible, honnêtement. Oui, mais tu mets la puce à l'oreille. Mais non, tu toques chez Erwan et tu vas dormir sur son canapé. Mais là, c'est Aubameyang. On a dit qu'on ne divulguerait pas l'histoire personnelle de Tom Tirabel. Il va y avoir du monde à Bagnoles sur la samedi. Il cherche un stage, t'envoies des mails, tu présentes le truc et tout. Après, on l'a vu arriver là avec les images justement que nous balançait Tom. On l'a vu arriver à l'aéroport de Barcelone. Candidature spontanée. Qui nous dit qu'il va pas débouler à l'Espagnol dans 10 minutes pour essayer de négocier quelque chose? Il est là-bas pour signer, lui. Il aime la ville de Barcelone en fait. L'autre, il va signer à Badalone en basket. Il a pas compris le principe en fait. À Paris, et on en parlait hors antenne, à Paris, il avait déjà fait ça. C'est-à-dire qu'il y avait eu des débuts de discussion avec le PSG. Alors à l'époque, il y avait un changement de directeur sportif qui avait complètement fait capoter l'affaire. Mais il avait déboulé à Paris et il était même parti s'entraîner avec le Paris FC juste pour la remise en forme estivale. Ça avait été assez fou. Quel aveu de faiblesse, surtout. Quel aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Exactement. C'est-à-dire que t'es aux abois, quoi. Clairement. Drôle de négociation entre le PSG et le Barça. Ça, c'est Thomas qui m'en a parlé avant puisqu'on parle du cas, forcément, Aubameyang au Barça. Le Barça
Barça qui essaye de se séparer de Dembélé et qui a fait une proposition complètement indécente, Thomas, la nuit dernière au Paris Saint-Germain, qui n'a même pas été réfléchie, en tout cas du côté parisien. Ouais, c'est tombé sur Twitter tout à l'heure. C'est comment dire, le Barça estime tellement Dembélé qu'il l'avait même mis au même rang que Mbappé il y a quelques mois. Mais il y a eu un léger souci, c'est qu'ils l'ont même mis au même rang que Neymar et que Icardi, là, parce qu'ils n'en veulent plus. Et ils ont fait une proposition au Paris Saint-Germain d'échange contre Neymar. Ils sont ravisés. Puis contre Icardi. Et le PSG, il leur a dit, mais on n'a même pas ouvert votre mail. On n'a même pas regardé ce que vous nous avez envoyé. Enfin, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, en tout cas, pour les propositions un petit peu bizarres et indécentes. On ne sait pas du tout. Dembélé, normalement, qui devrait rester au Barça jusqu'à la fin de la saison. C'était l'information, bien sûr, de cet après-midi. Et puis, un transfert officiel quand même, les gars. Dusan Vlahovic, qui a signé à la Juve. C'est le record de transfert pour un mercato hivernal. 80 millions, signature sur 4 ans. 80 millions, bonus compris. 33 buts en 43 matchs quand même sur l'année civile 2021 pour Vlahovic qui portera le numéro 7. Ça a provoqué un peu la colère des supporters de la Fiorentina qui ont vu partir Bernardeschi, Chiesa et maintenant Vlahovic du côté de la Juve. La Juve a bien besoin quand même d'un renfort au moins devant et on a hâte de voir Vlahovic qui est vraiment le goléador en tout cas du côté de l'Italie. Voilà pour les transferts. J'enchaîne rapidement parce que c'est ma partie news les gars. Il y avait les 24 heures de Daytona ce week-end et on a un Français qui a gagné, c'est Simon Pagenaud au volant de l'Acura numéro 60, deuxième victoire consécutive pour l'écurie japonaise. Alors quand vous roulez en Acura les gars, vous roulez en fait en Honda, c'est juste que vous roulez en Honda en Amérique du Nord, on appelle ça des Acura, c'est un autre nom en tout cas. Donc bonne info. Je vous le dis, parce que je sais que vous y allez bientôt. Voilà. Je sais que vous y allez bientôt. Si le loueur te dit voilà votre Acura, lui dis pas c'est une marque de merde parce que c'est Honda, c'est quand même pas trop mal. Voilà, deuxième victoire consécutive pour Acura qui avait jamais gagné à Daytona avant l'année dernière. Il gagne aux côtés bien sûr d'Oliver Jarvis, de Tom Blomqvist et du Brésilien idole des États-Unis, en l'occurrence Helio Castroneves, déjà 4 fois vainqueur de l'Indy 500. Ça, c'était quand ça d'ailleurs? C'était oui, ça c'est la fin de course. C'était la fin de course qui était complètement folle. Non, t'as des GT, t'as des protos, t'as 3 types de protos et 2 types. Ils font la course tous en même temps. C'est comme 24 heures en du fait, Mans. t'as 60. Mais il n'y a pas le même classement. En fait, voilà, c'est ça. En fait, là, la différence des 24 heures du Mans, c'est que t'as 60 voitures qui sont réunies sur 5 km. Ce qui fait qu'en fait, il y a des cartons. C'est le périph' en fait. Ouais, c'est exactement ça, je te jure. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as des cartons en permanence. Il y a eu 20 interventions de safety car. Donc en fait, la course est tout le temps relancée. C'est vraiment l'américaine. C'est-à-dire que dès qu'il y a un écart, paf, il y a un carton. Paf, tu sors la safety car et la course est relancée comme ça toutes les 10 minutes. L'américaine, j'ai vu une chicane. C'est pas du tout ce qu'ils aiment. C'est vrai. Chicane Le Mans d'ailleurs. Tu vois, elle est pas si américaine que ça. Ouais, parce qu'il y a un échange. Il va y avoir un échange avec Le Mans. Alors, c'est une victoire assez folle pour Pagenaud parce qu'ils ont connu plein de soucis. Une crevaison, un changement de capot moteur, des pénalité pour vitesse excessive, notamment dans les stands. Ah, oui, et ce qui est assez ouf, oui, non, pas sur le je te rassure. Une mise en demeure d'un huissier. Ça fait quand même beaucoup. Et pour la petite anecdote, on avait eu justement Simon Pagenaud au bout de 2 heures de course pour avoir un petit peu son ressenti et il était complètement défaitiste. Il nous disait on s'est planté sur les pressions qu'on a demandé sur les pneus, la voiture va pas, non franchement ça va être un calvaire et tout, etc. Au final, ils ont réussi à gagner. À noter une autre victoire française sur ces 24 heures de Daytona, mais en catégorie GT, GTD Pro pour être précis, c'est Mathieu Jaminet qui remporte une petite Rolex. Mathieu Jaminet ouais, Mathieu Jaminet. Il fait les nations et en même temps il fait... Est-ce qu'il est de la famille de Melvin Jaminet, l'arrière? Je peux pas te dire. J'avais bossé mes fiches, mais là, je les ai pas devant la tête, donc c'est mort. C'est la famille de Bernard surtout. Bref, les amis. Bref, en tout cas, ils ont remporté, juste pour la petite info, ils ont remporté une Rolex, je crois, à 250 000 $ chacun, modèle unique. Si vous en trouvez une sur le bon coin, vous passez un petit coup de fil à Tom Dufan et on est après encore avec ces conneries là. Tu pioches dans les caïmans, tu sais. Dans les caïmans. Comme ça, on est bon. Voilà pour la petite partie, le petite minute sport auto. Un petit mot de handball avec toi, Erwan. Médaille en chocolat pour notre équipe de France. Ouais, on a connu meilleur week-end pour nos amis du hand français. Il y avait tout pour être champion d'Europe une nouvelle fois pour les Français. Mais ça fallait pour ça gagner vendredi en demi-finale. Et ils ont perdu face aux Suédois, une défaite 34-33, une fin de match assez incroyable. Les Français ont plutôt bien entamé la rencontre. Après, ils se sont fait bien bousculer. Ils sont loin de leur standard défensif Clairement. De d'habitude, en encaissant 34 buts plutôt, mais des formations professionnelles, désolé. mais ils ont quand même eu la balle pour égaliser et aller en prolongation. Là, vous le voyez, c'est Fabregas qui a cette
cette balle pour aller égaliser. Et le gardien, on connaissait la panenka au foot. Maintenant, il y a la palika. C'est un arrêt de l'arrêt du cul. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Inspiré par Didier. C'est assez incroyable. Un arrêt qui pue la merde, on peut le dire. T'as pas vu le film Didier? Bah si. Le film Didier, l'arrêt d'Alain Chabat sur Oui, bien sûr. C'est l'arrêt du Ah oui, cul. l'arrêt du cul. Oui, l'arrêt du cul, bien sûr. Donc voilà, les Français sortent en demi-finale. Il y avait derrière une petite finale qui, là aussi, ils ont perdu 29-29 à la fin du temps réglementaire, prolongation, et les Français s'inclinent pour la deuxième fois en 2 jours. Donc médaille en chocolat pour les Français. Il y a eu beaucoup d'absents, il y a eu pas mal de cas Covid. Ça a été un petit peu une galère ce tournoi pour les Français. Ça n'enlève rien à l'immense palmarès de cette équipe-là, de cette génération autour de Karabatic. Mais voilà, un Euro qui se termine à la 4e place. Ça fait toujours bizarre quand les Français ne ramènent même pas au moins une médaille dans un championnat. Surtout en hand, bien évidemment, où on rappelle qu'ils sont champions africains. Oui, non, je sais bien. Non, parce en tennis, ça gêne personne. Je te rassure qu'il y a d'autres disciplines où quand ils ramènent pas de médaille, on n'est pas forcément très déçus, on va dire. Un petit mot de basket aussi avec toi, parce qu'hier, il y avait une grosse affiche Boulogne-le-Valois qui a fait plier Monaco en prolongation et qui conforte du coup sa place de leader. Le basket français qui est de retour sur les antennes. Donc, c'est chez beIN Sport que ça se passe tous les dimanches en fin d'après-midi. On a eu une super affiche entre le premier, Boulogne-le-Valois, les Metropolitans qui se déplaçaient à Monaco, l'énorme équipe de Monaco, deuxième. Une première mi-temps assez dramatique pour nos amis monégasques, mais de très bon augure pour le coup pour Boulogne-le-Valois. 60 points encaissés par Monaco à domicile, certainement un petit peu fatigué de son match en Euroleague cette saison, après 2 prolongations où ils ont perdu face à l'ogre espagnol. Ils sont bien revenus dans la rencontre, finalement, Monaco. Mais il y a eu cette embrouille un petit peu incroyable entre Alpha Diallo et Mike James. Mike James, qui est un joueur extraordinaire, mais qui a l'air un peu relou à gérer. Je pense que ses coéquipiers, et on connaît son passif à Milan notamment et à Moscou, on sait qu'il a l'art de se mettre à dos tout un vestiaire. Hier, à un moment donné, un ballon perdu, il se regarde mal. Il va checker son coéquipier Alpha Diallo et il ne le check pas. Connaissant le passif de Mike James, c'est-à-dire que le mec il doit dire tu me mets la tête comme ça. Ouais, et ça a été un petit peu un tournant dans le match. Finalement, Mike James va sortir. On le reverra quasiment plus de la rencontre. On le verra plus d'ailleurs de la rencontre. David Lee qui finira le match. Et c'est Paris Lee. David Lee, c'est compliqué. Des formations professionnelles. Voilà. Mais bon, on va assez parler de Monaco. On va surtout parler de l'énorme performance de Boulogne, privé de Vince Hunter, et qui a réussi à. Vincent Collet était ravi à la fin du match parce qu'ils ont relevé le défi physique. C'est une équipe très physique, Monaco. Et il leur manquait leur mec le plus gaillard. On le voit derrière toi, Vince Hunter. Mais non, c'est Cummings. C'est Cummings qu'on va dire, le meneur. 35 points, 9 sur 16 au tir, 4 sur 5 à 3 points, 10 passes décisives, histoire d'être un peu collectif, 35 dévals, victoire après prolongation. C'est des perfs quand même, quand on est dans un contexte FIBA comme ça, c'est des perfs de très haut niveau, 35 points, 10 passes décisives, vraiment. Et la très belle victoire donc, des hommes de Vincent Collet, qui restent premier du championnat. Et les hommes de Vincent Collet qui joueront ce mercredi en Eurocup, parce qu'ils sont aussi bien engagés en Eurocup. Et c'est une équipe aujourd'hui qui peut... C'est un énorme effectif qu'on a presque un peu oublié parce qu'il y a Lasvel et Monaco qui font beaucoup parler. Mais honnêtement, les Metropolitans, ils jouent à 500 mètres d'ici, déjà aller les voir. Et c'est une équipe qui, cette année, pourrait, à l'image de Vincent Collet, fait pas trop de bruit, joue très bien en basket. Et je pense qu'ils visent très très haut. Boulogne-le-Valois, Lokomotiv Krasnodar, c'est mercredi soir. Et c'est sur M16 Basket. Donc pour ceux qui ont envie de suivre les matchs de Boulogne-le-Valois en Eurocup et de Bourg-en-Bresse, tant qu'à faire, parce qu'on a 2 équipes françaises engagées, eh bien ça se passe sur M16 Basket. Et qui commente ça alors, du coup ? Alors là, cette semaine, c'est Sacha et Nils. Mais le week-end, c'est Erwan, moi, c'est Polo, c'est toute la famille First Team. D'ailleurs, on aimerait que tu viennes commenter un match prochainement. On travaille un peu, les gars. Tu sais quoi ? Si vous voulez, moi je suis chaud, mais laissez-moi les 15 jours où vous êtes au steak pour préparer ça. Si Julien Ferroy commentait du foot, même si c'est pas la fête de l'humain non plus. Non, mais faut respecter les sports aussi. Le meilleur commentateur de France peut pas commenter sur le basket. Je suis sûr qu'il serait très très bon. Il s'amusera un peu plus que pour sa vieille nationale. Oui, c'est vrai. Je rigole. J'ai vu un match la dernière fois commenté par Tom Saravino. Il y a ça et la Ligue des Champions. Techniquement, c'était pauvre ce soir-là. Au stade de la source. Exactement. Donc voilà, M16 Basket, regardez. Voilà. Pour tous ceux que ça intéresse, le meilleur du basket européen, effectivement, on est à fond dans ce projet. Et donc, 2 matchs d'Eurocup cette semaine, mercredi soir. Bourg-en-Bresse, Promitheas, c'est là-bas. Et donc, les Mets 92 de Levallois, là, juste à côté, qui reçoivent Lokomotiv Krasnodar. Et Royal, les amis, on note sur l'agenda, bien sûr, mercredi 2 février, 20h30, si vous voulez aller sur place ou si vous voulez suivre ça, bien sûr, sur MCS Basket. Petite parenthèse, on
Oui, déjà en vas-y. retard par rapport à tout ce qu'on s'est dit. On a dit qu'on voulait se laisser du temps pour le Ouais, quiz. mais c'est Il est pas déjà grave, vas-y. 17h, espèce de bâtard. Ouais, Est-ce on va qu'on aller peut vite. aller vite? On va aller vite. Allez, on accélère avec Polo. Sim nous demandait justement dans le chat, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cyclocross? Bah oui, c'est C'est vrai prévu qu'on avec toi. on nous l'a demandé dans le chat. On l'a demandé Oh, dans le Alors, chat. on a promis que ça ne durait pas plus de 45 Voilà. secondes. Alors, vas-y. Eh ben écoute, on était hier soir, il y avait beaucoup d'actu. Merci Polo. Et hier soir, dimanche soir, il y avait beaucoup d'actu. Il y avait la NFL, évidemment, on en parlera tout à l'heure. Il y avait aussi de la NBA, etc., comme d'habitude. Mais il y avait aussi un événement, les championnats du monde de cyclocross. Alors, c'était à Fayetteville, à Arizona, ça c'est pour le petit détail. Mais hélas, il manquait quand même les deux meilleurs, ceux dont je vous parle tout le temps, Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert. C'est pas du vélo, ça, par contre, hein, ce qui se passe. En ce moment, il y a un mec qui court dans les Bon escaliers. choix. Ça, c'est vrai qu'à la bourre pour un gars qui a crevé. C'est ça ton sport, Polo. Bah lui, il était pas à la bourre, il était bien à l'heure. On a vu un Tom Pidcock, le jeune crack anglais, qui a profité de l'absence de ses deux plus grands rivaux. Donc je vous ai dit, Mathieu Van Der Poel blessé au dos, Wout Van Aert qui prépare la saison de cyclisme sur route. Et ben il s'est pas manqué Pidcock, lui qui est déjà champion olympique de VTT, qui vise la triple couronne, c'est-à-dire champion du monde, cyclocross, VTT. Et pourquoi pas aussi sur route en Australie à la fin de saison. Et ben, il a réussi la première de ces 3 étapes. Il a battu l'Armada belge qui s'est marché dessus pendant toute la course. Alors, sur papier, ils pouvaient être plus forts. Ils auraient pu mettre quelque chose en place, ces Belges. Ils l'ont pas réussi. Tom Pidcock a tiré les mains du feu. Il a attaqué au 4e des 9 tours et on l'a plus revu jusqu'à l'arrivée. Bravo à lui. Il a 22 ans. C'est un crack ultime, capable de gagner dans 3 disciplines différentes. Retenez bien ce nom, pardon. Enfin, vous devez déjà le connaître si vous. Bah, on t'écoute souvent. si vous Polo. m'écoutez. C'est que, Mais voilà. en tout cas, pour ceux qui connaissent pas ce nom, retenez-le. Thomas Pidcock. Tapez-le bien dans Google, vous pouvez voir des surprises. Et on voit, voilà, c'est l'image aussi pour Ah bah, finir, regarde, l'image que je vais vous montrer. L'image que je vais vous montrer, la célébration Spider-Man. Célébration Spider-Man. Il en est friand de cette célébration. Il y a forcément un jour où ça a mal tourné. C'est Superman, pas Spider-Man. Je dis Spider-Man, oui, Superman, évidemment. Excuse-moi, Tom. Moi, je crois que c'était Hulk, moi. Chacun ses références après tout. Thomas, un petit mot sur Federer. Bon, on profite que l'expert tennis soit avec nous. Federer qui sort du top 20, une première depuis 20 ans. Tu voulais nous en parler aujourd'hui. Ouais, bien sûr, puisqu'on va avoir deux débats sur les GOAT, Tom Brady et Rafael Nadal. Federer en fait partie de ces GOAT, notamment dans le tennis. Et on parlait de l'équipe de France de hand qui a eu un week-end légèrement compliqué, lui aussi, en termes de stats. Il est sorti après cette Australienne, donc du coup le lundi matin, il est sorti du top 20 mondial, première depuis 20 ans, 9 mois et 9 jours. Petit rapide classement le 23 avril 2021. Il rentre dans ce top 20, il est 19e mondial. Aux 4 premières places du classement ATP, Guga, Kuerten qui était 1, Safin 2, Agassi 3 et Sampras 4. Notre Voilà, époque, hein. ça montre un petit peu Notre époque, c'est la fou. durée. Henri Lecomte, il était combien à l'époque? Ça montre un petit peu la stat de dingue. Ça me fait penser à Jordan avec les Wizards qui va pas en playoff. Voilà, c'est tout. Les mecs vieillissent. Dur de conclure une carrière. On a toujours du mal. Les fins de carrière sont toujours très. On a souvent parlé en NBA. C'est toujours très dur les fins de carrière. Pour ces joueurs-là, quoi. Ouais, après, tu peux dire aussi qu'il va forcément pas faire des saisons complètes et que tu as envie de le voir performer sur un ou deux grands tournois dans la saison. Et voilà. Aujourd'hui à son âge. Il peut plus. C'est fini? Ah, ouais. D'accord. Normal. Non, mais je sais pas, moi, les gars. Je suis pas un expert. Grand bravo, mais bon, c'est normal, quoi. Je sais pas, une connerie, ça. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Et on termine, tu l'as dit, Tom Brady, ça sera le sujet bien sûr de la perf du week-end. On parlera bien sûr tennis dans le gros dossier de la semaine et on commence à parler de NFL tout de suite avec le Super Bowl 2022. Tom, on connaît l'affiche. Ouais, absolument. Hier Super soir Bowl. avaient lieu donc les finales de conférence à suivre sur la chaîne L'équipe en clair et honnêtement ils font du bon boulot les mecs. Hein. On peut les remercier pour ça depuis un an. Ils nous régalent. Ça a commencé hier soir justement avec un match entre Kansas City Chiefs et les Cincinnati Bengals, comme on aime bien les appeler. Et là, énorme surprise, mon Polo, puisque Joe Burrow, la superstar, le QB superstar des Bengals, a régalé alors que son équipe était menée 21-3. Il a réussi à renverser l'équipe de Patrick Mahomes et c'est une énorme surprise. Ouais, c'est incroyable. Et quand je vois les images derrière toi, ça me fait penser notamment à ce fait de jeu qui a sûrement changé tout le match. C'est qu'à 21-3, l'équipe de Kansas City, juste avant la mi-temps, a l'occasion d'assurer de prendre 3 points. Elle décide, peut-être un peu trop sûre de ses forces, d'aller jouer la passe. Et la passe, d'ailleurs, oui, la petite passe pour Tyreek Hill et le touchdown. Il se rate à ce moment-là. Et là, tu sens directement. Plutôt que de taper, de mettre les 3 points. Et là, tu sens que le momentum peut changer. Et en fait, si le momentum peut changer, il faut encore le provoquer. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Bengals.
avec Joe Burrow, on l'a dit, mais surtout avec un ajustement défensif assez incroyable. Alors, sans rentrer dans les détails, ils ont passé, il y a 4 linemen, ils mettaient de la pression sur Patrick Mahomes. Il faut lui mettre de la pression sur Patrick Mahomes. Donc, ils se sont dit, on va mettre 4 linemen, donc on les voit là, on les voit bien, la pression. on les voit bien. Mais à partir de la deuxième mi-temps, ils ont beaucoup joué seulement avec 3 linemen. Pourquoi ? Pour justement empêcher que Patrick Mahomes trouve des passes sur ses receveurs. Ils ont rajouté en fait des gens un peu dans le backfield Ils ont pour joué empêcher les passes. J'ai bien compris, il y avait 2 safety. C'est ça, ils ont même par moment enlevé des linebackers, donc les linebackers qui vont soit mettre la pression sur le quarterback, soit défendre un peu la passe. Ils ont carrément enlevé des linebackers pour mettre de la pression sur les receveurs. Et ça a très bien marché parce qu'on l'a vu pendant toute la deuxième mi-temps. Patrick Mahomes a trouvé aucune solution sur la passe, alors qu'il avait été fantastique en première mi-temps. Il a été inexistant en deuxième. Alors, il peut s'en vouloir, mais on peut aussi dire bravo à cette équipe des Bengals qui, avec Joe Burrow, qui a un sang-froid incroyable, on le rappelle, je crois que c'est sa deuxième saison, en NFL. Il s'est fait les croiser l'an passé. Il revient, il emmène son équipe au Super Bowl. C'est exceptionnel. Et aussi bravo à cette défense, à l'ajustement défensif qu'ils ont réussi à faire, que cette équipe a réussi à faire d'une mi-temps à l'autre. Ils ont un touchdown, quoi. Ils ont une possibilité de touchdown. Ils ont une première, comment on appelle ça, une première et 10 à 5 mètres de la ligne. Et ils se retrouvent finalement à taper pour la prolongation. 30 mètres derrière, ils n'ont fait que reculer par Il y a prolongation, donc 24-24. Alors on rappelle, 24-3 c'était. Donc ils se retrouvent en prolongation et il y a le fameux toss qui biaise un peu tout en foot US. C'est d'ailleurs la réaction de Patrick Mahomes au moment où il gagne le toss. On sent qu'il se dit, bon, en fait, on a gagné. C'est exactement d'ailleurs mais comme contre les Bills. Absolument. Sur le tour d'avant. Précédent, tu marques un touchdown sur ta première action, tu gagnes, ils n'ont même pas le droit de réponse. Bon, bah là, ça s'est passé complètement différemment, puisqu'interception incroyable. Et puis derrière, tu te retrouves avec les Bengals qui ont une chance de gagner. Et tu as raison, ils finissent avec un field goal, mais de l'au-delà, honnêtement. Mais tu sais, à chaque fois, on parle de ces mecs-là, on se fout un peu de leur gueule. Ils ont un drôle de métier, les gars, quand même. Leur but, c'est de mettre des grands coups francs comme ça. Dans les moments les plus chauds, il reste 3 secondes à l'horloge. Vaut mieux les mettre, hein. Vaut mieux les mettre. En général, ceux qui les mettent pas, ils sont pas là aussi. Ben non, mais ça peut arriver. Il y avait un poteau il y a quelques années. Avec je crois que c'est les Buffalo Bills qui avaient fait. Un mec des Buffalo Bills qui avait raté un field goal comme ça, et je peux te dire qu'il avait très très mal vécu. En fait, ils ont un truc à faire, et c'est vrai que si tu le rates. C'est ça. Et par contre, vu l'échauffement, d'ailleurs, pour l'échauffement, tu l'as vu ça de Robbie Gould des 49ers pendant que. Non, tu parles. Non, hier soir. Robbie, Barbara. Non, mais la semaine dernière, Robbie Gould fait ses échauffements pendant que les Packers présentaient leurs joueurs, mais il était à 3 mètres 2, tu vois. Il s'en foutait. Et là, Robbie Gould, il s'est pris des coups de pression par Jalen Ramsey, on en parlera au match d'après. Juste, tu parlais du kicker, McPherson, c'est son année rookie. Le tour d'avant, c'est déjà lui qui qualifie les Bengals, pardon. Et là, il refait le coup. C'est assez exceptionnel. Il n'a pas raté un coup de pied pendant ses playoffs, le jeune rookie. Lui aussi, il a été élu MVP. Enfin, en tout cas, sur certaines rédactions, il a été élu MVP du match. Bravo à lui. Voilà. Oui, alors deuxième finale de conférence. Oui, pardon, excuse-moi. Énorme, bien sûr. Patrick Mahomes et les Chiefs à la maison, en plus. Trusté une troisième participation au Super Bowl. On rappelle qu'ils ont gagné il y a 2 ans. Ils ont perdu l'année dernière contre Tom Brady, on va en parler. Énorme contre-perf, énorme clim dans ce stade qui est incroyable. Dans l'autre, j'allais dire demi-finale, surtout pas. De l'autre finale de conférence. Moi, j'ai parlé de finale de Super Bowl ce matin. Tu vois, le dis pas trop fort, Manu. Le dis pas trop fort. C'est déjà la finale. C'est très bien. Dans l'autre finale de conférence, justement, et bien c'était à Los Angeles. Les Rams se sont imposés au forceps eux aussi contre les San Francisco 49ers. C'était un bon match, lui aussi. Bon, par contre, je suis allé me coucher, il n'y a que Polo qui l'a regardé. Pareil, un peu sur la même. Un peu comme l'autre finale de conférence, on attendait quand même une équipe qui devait largement dominer l'autre. C'est une surprise à demi-mot. Faut pas avoir peur de le dire que de retrouver les Niners là. Sauf que pendant le match, ça s'est pas vu avec une équipe des 49ers qui gagne quand même, qui mène la plupart du temps pendant ce match. Mais encore une fois, de l'autre côté, on a une équipe All-Star, une équipe qui a été créée pour aller au Super Bowl et pour y aller maintenant. On a parlé de Jalen Ramsey tout à l'heure, Matthew Stafford, qui est l'un des meilleurs quarterbacks de cette ligue. On l'a peut-être un peu oublié parce qu'il était dans le marasme des Lions pendant une dizaine d'années. Odell Beckham Jr., qu'ils ont excellemment relancé aux côtés de Cooper Kupp, qui est le meilleur receveur de la ligue. Donc quand on a ce duo de receveurs, ça te fait quand même voyager. En défense,
t'as le meilleur défenseur de la ligue, Aaron Donald, sur la ligne défensive. C'est d'ailleurs lui qui va chercher le dernier sac et l'interception, qui force l'interception. Je me disais que pour toi, les Rams, c'était cette année, peut-être pas cette année ou jamais, mais en tout cas, la fenêtre était très, 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 très fermée pour espérer un titre. C'est comme je te dis, c'est ça. C'est une équipe qui a bazardé énormément de tours de draft pour les prochaines années. C'est une équipe qui ne vise rien d'autre que le titre. Et maintenant, ou peut-être l'année prochaine, ou jamais, quoi. Et là, l'équipe pour le faire est là, face aux Bengals, à domicile au Super Bowl. T'as plus beaucoup d'excuses là, parce que t'es le surfavori. Après, ces Bengals sont quand même surprenants, ils sont très très surprenants. Mais là, t'es le grand favori. T'as les meilleurs joueurs presque à chaque poste dans les secteurs clés de ces équipes NFL. Donc là, pour le coup, ce serait vraiment accident. Vous dites, t'as oublié Von Miller. Et Von Miller qu'ils ont recruté aussi cette année pour le linebacker, oui, qui était notamment Broncos avant, pour parler de cet effectif ultra pléthorique. Je te rassure, il reste 75 noms à citer et puis on aura fait la fin du roster d'une équipe de NFL. Ils ont perdu leur tight end à voir qui s'est blessé au genou. Faudra peut-être surveiller ça. On rappelle, les gars, le Super Bowl qui aura lieu, c'est quoi? C'est le dimanche 13 février. Dimanche 13 février, pas le prochain, le suivant, bien évidemment. La nuit du 12 au 13. Ah, Ivry, c'est un peu curieux. 13 au 14. 13 au 14, avec une belle mi-temps a priori. Le 14 à minuit. T'as des infos ou pas? Oui, c'est sorti. Je sais pas, moi je ne suis pas là. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige. Bon, bah je pense que je vais regarder. Je pense que là, je sais pas comment ils vont se partager les 11 minutes, mais... Et Afroman. Because Naga. Il régalerait, gros. L'image de la semaine, les gars, l'image de la semaine. On va commencer avec un truc qui fait un peu froid dans le dos. Vous savez que les JO d'hiver vont commencer vendredi prochain. Ils vont s'étaler jusqu'au 20 février. Regardez un petit peu les conditions d'accueil du côté, bien sûr, de la Chine qui accueille ces JO d'hiver. Là, on est à la cantine des athlètes. Regardez un peu ça. C'est Thierry Lecoff, la biathlète norvégienne, drôle d'ambiance quand même, qui a mis cette vidéo. With game feeling. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, il y a un petit peu. Ah oui, pardon, excuse-moi. Sachant qu'il y a des robots, parce qu'il y a aussi des robots qui viennent te servir à bouffer. C'est chaleureux. Dans les chambres. Village olympique de grande attention au qualité. petit gâteau en dessert, du coup. Et moi, qui suis quand même un grand fan de sport d'hiver, j'attends quand même au niveau du plan sportif et des infrastructures, des enceintes, comment ça va se passer. Il y a déjà la neige, t'inquiète pas. T'as vu la piste de descente? J'ai vu la piste de descente. T'as l'impression qu'ils ont fait ça en Creuse et qu'ils ont mis de la neige artificielle au milieu. Tu vas te faire niquer par les Creusois, fais gaffe. J'adore la Creuse. Et les Chinois aussi après. Et après. Donc ça, je suis quand même assez inquiet de ça, mais bon, on verra. Ça commence cérémonie d'ouverture dans 3 jours. C'est quand même à diète, quoi. Et si vous voulez aller sur place, sachez que sur place, on vous fait un test PCR dans le nez et dans la gorge. Voilà. C'est vrai? C'est vrai, je te jure que c'est vrai. Tous les jours. Comme ça, on est sûr. C'est vrai, tous les jours. Une image un peu plus sympa quand même. Vous savez, on a beaucoup parlé la semaine dernière de Ngannou Gan et cette fameuse conférence de presse, etc. En Russie, il devait y avoir un combat ce week-end. Regardez comment s'est passée la conférence de presse. On s'en régale. Des petits mots, voilà, un petit... Moi, ce qui me régale, c'est les mecs des cagoules. Tu vois, parce que pourquoi ils sont cagoulés? parce qu'ils sont recherchés, je pense. Je pense qu'ils sont recherchés, les mecs. Tu vois, je vois que cette explication. Parce que contre le Covid, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Il y a une ambiance sur le plateau. Je sais pas ce qu'il dit, le mec en bleu. Il parle beaucoup. Je pense que l'autre, il devient fou. Sachant que c'est lui qui lui met le coup. Donc, du coup, ça fait beaucoup. Tu parles et en plus, tu sens que le mec au col roulé, il a quand même la haine de s'être fait toucher sans pouvoir répondre. Et ça lui trotte dans la tête. En plus, il lâche un coup de pied. Il va répondre. Le bleu, le mec en bleu. Il met patate, après, il met truc comme ça en position. Et il va y avoir la réponse. Regardez, on sépare un peu les mecs, on va essayer de les calmer. Et là, ça part en vrille. Là, ça va partir en vrille. C'est le vrai 4. Attends, il est resté combien de temps en apesanteur, ce garçon? Il lui a mis aussi. Il nous a calogé, on se met au même moment. Non mais c'est royal. Écoute, on connaissait pas le HFC, mais je crois qu'on va commencer à s'y mettre parce qu'il s'y passe des choses en tout cas, les amis. Voilà pour les news. Voilà pour les news du week-end. Je propose. C'est l'esprit Coubertin. L'important est de participer. Là, on va y participer, nous, c'est bien sûr à la perf du week-end. On va forcément évoquer Tom Brady et sa retraite. Encore un petit mot de NFL, bien sûr. Incroyable. On a du mal à se remettre de ce coup de pied. Si on peut la revoir une dernière fois, non, je rigole. Pour les enfants qui nous regardent. Pour les enfants qui nous regardent au goûter, bien évidemment. Il y a un gars, il a dit c'est Atto Boldon, le mec.
Elle est bonne, celle-là. Tom Brady, les amis, c'était la grosse info de ce week-end. ESPN et un reporter aussi également de la NFL, Ian Rapoport, pour ne pas le citer, ont annoncé que Tom Brady, 44 ans, allait prendre sa retraite après 22 saisons de NFL et 7 Super Bowls remportés. C'est Michael Rapoport qui a annoncé ça? Ouais, apparemment. Yann Rapoport. Yann Rapoport. Fabuleux dans Prison Break saison 4. Sauf qu'ils ont annoncé ça, sauf que rien n'est officiel pour le moment. Le garçon qui s'est forgé l'un des plus beaux palmarès, bien sûr, du sport américain, notamment avec les New England Patriots et les Tampa Bay Buccaneers, eh bien, a plus ou moins démenti par l'intermédiaire notamment de son agent, Don Yee, qui disait « Je comprends les spéculations au sujet du futur de Tom, sans parler de la véracité ou non de ce qui est rapporté. Tom sera la seule personne à exprimer ses plans avec exactitude. Il connaît les réalités du foot américain mieux que quiconque. » On rappelle que AP, Associated Press, disait justement que Tom Brady aurait dit aux Tampa Bay Buccaneers qu'il n'avait pas encore pris sa décision, mais on comprend en tout cas à la déclaration de son agent que c'est quand même, l'annonce devrait être imminente. On attend sans doute en tout cas le bon timing pour l'annoncer. Les amis de Tom Brady, c'est l'occasion de se replonger un petit peu justement dans notre série des GOAT, parce que là c'est une grande page, un grand chapitre des GOAT que l'on ouvre. Tom Brady, ça évoque quoi déjà pour vous? Le GOAT, tu vois, tu parles des GOAT, mais dans beaucoup de sports, on se pose la question de savoir si c'est lui, si Nadal est vraiment le GOAT du tennis, si Michael Jordan est vraiment le GOAT du basket. Mais là, pour le coup, en NFL, c'est arrivé maintenant grâce notamment avec ce titre avec Tampa Bay l'an passé. Depuis ça, tu ne peux plus remettre en question ce titre de GOAT pour Tom Brady. Il a eu des petites histoires, il a eu des petites casseroles, il a eu des rendez-vous ratés, notamment sur certains Super Bowls. On se rappelle notamment des défaites face aux Giants. Mais au-delà de ça, il a toujours su revenir, toujours su rebondir et toujours su gagner, toujours su performer. Et là, comme je te dis, avec ce titre, avec gagné avec Tampa Bay dans une autre équipe, dans une autre conférence l'an passé, la discussion, il l'a terminée. Et je pense que c'est l'un des seuls, peut-être, on pourra peut-être réfléchir à d'autres exemples, qui peut se dire « je suis le GOAT » et c'est difficile d'argumenter contre ça. C'est pas très... Moi j'ai pas le même avis que Polo sur le GOAT. Moi, j'écoute. C'est pas un sport que je suis. Oui. C'est pas un sport où j'ai tous les tenants, les aboutissants. Mais par contre, c'est un sport qu'on regarde souvent chaque année. Le GOAT de son sport, il voulait dire. C'est le GOAT de son sport. J'ai compris, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de le croire. J'ai envie d'écouter les gens. Quand j'écoute Paul, quand j'échange avec Samir Hamoudi, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Moi, ce que j'adore avec ce mec-là, c'est que ça fait maintenant, alors j'allais dire 22 ans, non, mais bon, ça fait 22 ans lui qui joue. Mais ça fait maintenant presque une dizaine d'années que à chaque fois, c'est un marronnier, quoi. Fin janvier, début février, on le retrouve. Alors, tu l'as dit, avec plus ou moins de succès par mois, souvent du succès quand même. 7 Super Bowl gagnés sur les 10 auxquels il a participé. 5 fois MVP, 3 fois MVP, 5 fois MVP du Super Bowl, 3 fois MVP de saison. Moi, j'aime, dans des sports que je ne suis pas comme ça, j'aime quand même suivre ces mecs-là on a la chance quelque part de les voir. Alors, je ne suis pas les saisons, mais chaque année, les voir au Super Bowl et voir un Super Bowl avec Tom Brady, maintenant qu'il arrête, je me suis dit... Ah ben ouais, je pourrais dire que moi j'ai vu des Super Bowls avec Tom Brady. Et c'est en ça que moi ça me fait kiffer. Alors juste pour répondre à ce que tu viens de dire, Polo, on nous dit dans le chat, et c'est notamment Foulek Broncos 56 qui nous dit c'est pas tout à fait vrai, Polo, parce qu'il y a quand même débat. Certains te diront Peyton Manning et d'autres te diront Montana, par exemple. Peyton Manning, est-ce qu'il y a vraiment débat? Tony Montana? Oui. Joe Montana, il y a beaucoup d'histoires autour et il y a un vrai palmarès. Je peux l'entendre. Même si Peyton Manning est un immense champion, rendez-vous compte, il a 2 Super Bowls, certes avec 2 équipes différentes, dans 2 contextes différents, avec beaucoup d'années d'écart. Mais il n'a que 2 Super Bowls. Tom Brady en a 7. Et même Joe Montana, il y a vraiment un consensus des Américains, des observateurs, des fans. Il y a le consensus et on peut toujours remettre en cause certains trucs. Ça pourrait marcher avec la NBA où quand même il y a un consensus plutôt global autour de Michael Jordan. Plutôt un consensus, même si on peut discuter de LeBron. Il y a un consensus et en ça, moi je rejoins complètement Polo. Alors tu disais que c'est rare dans les sports, mais finalement il y en a. On peut penser à Usain Bolt. Oui, il y a un consensus pour dire que c'est le plus grand athlète de tous les temps, au moins sur la course. Pour Tiger Woods aussi, il y a un consensus global pour dire que c'est le plus grand golfeur de tous les temps. Et Tom Brady fait partie de ces mecs-là. Je pense qu'on en oublie. Michael Phelps pour la natation. Il y a quand même un consensus sur lui. Il y a l'histoire, mais l'histoire, alors certes, palmarès,
Le palmarès, il est ce qu'il est. Cette Super Bowl, c'est exceptionnel. Mais il y a l'histoire. Il est drafté 199e. Et ça, les Américains, ils adorent. Ouais, Ils diraient, ça, le les Américains, ça leur storytelling. plaît. Le storytelling autour de Tom Brady, il est exceptionnel. C'est un mec qui sort de Michigan. Moi, j'avais vu un reportage justement sur, ça s'appelait les 7. C'était les 7 quarterbacks qui ont été draftés avant lui. Et tu vois ces images de quand il fait des essais, enfin les tryouts. Comment il court, gros. Comment il court, mais Oh là on là. dirait moi maintenant, tu vois. Ouais, c'est c'est un mec, tellement les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce mec, tu vois. Il va jamais. Et ça, Surtout quand tu vois Patrick Mahomes courir. voilà. Non, mais c'est sûr. Et ça, les Ricains, ils s'en régalent. Puis derrière, ça devient, petit à petit, ils s'installent. Ils gagnent un peu la surprise générale. Ils s'installent, notamment avec ça. Ils trouvent un coach avec Bill Belichick. Et puis, il y a l'à côté, il dépasse le cadre de son sport. Il devient le mari de Gisèle Bündchen. Et d'un coup, et ça, les Ricains, ils adorent. D'un grand mec de 1m95 qui a les pieds palmés et qui n'arrive pas à courir. Entièrement d'accord avec Erwan, dans le sens où moi, Tom Brady, la NFL, c'est pas forcément ce que je regarde toute l'année. Mais début février, tu étais sûr quasiment de le retrouver. Le mec fait 10 Retourner, c'était plus compliqué. beaucoup plus compliqué. Demande à Gisèle. Chacun son métier. Pardon. Mais le mec fait 10 finales, 7 succès, il a été MVP, il a coché absolument toutes les cases, il est même devenu une star aux États-Unis dans le sens un petit peu people en sortant avec Gisèle Bündchen. Enfin, il a absolument tout fait. Et dans le côté un peu européen, nous on a eu ce football pur avec Léo Messi qui a tout gagné avec Barcelone. Et on se dit, OK, le mec a tout gagné avec le même club. Et lui, d'un coup d'un seul, il a dit, OK, d'accord, j'ai tout gagné avec le club. Boum, je change. À la surprise générale, il va à Tampa Bay, le mec prend un titre, alors que Tampa Bay, quand il arrive, c'est le pire bilan en football américain qui puisse exister en termes de ratio de victoire. Ils avaient mis les sous et les petits plats dans Il les vient grands pas pour tout la seul, il vient avec son pote, comment il s'appelle là Le Gronk. Il vient Le Bronx. Entre autres. il vient avec Gronkowski, mais il y avait. Qui sort de sa carrière d'ailleurs. Ouais, Qui sort de sa carrière. il sort de- D'ailleurs, il une sort de pub sa incroyable retraite. qu'on a pu revoir sur l'équipe, la chaîne d'équipe là. Je sais pas si tu l'avais vu cette pub avec Tom Brady. Alors je vous la refais, si tu la Ouais, trouves, bien Tom, sûr, bravo. hein. Mais en gros, Tom Brady qui est au golf appelle Gronk pour lui dire. En fait, il lui dit bon bah je suis content d'être à la retraite. Je suis en Floride, tout va bien et tout. C'est une pub pour l'itinérance, enfin les réseaux quoi. Et en fait, Gronk qui est un bon américain bien bête, hein, il est au téléphone, il comprend pas tout, il comprend. Viens, on sort de la retraite et viens, on signe en Floride et on va jouer le Super Bowl. Tu vois ce qu'il fait. Ah bon, je vais revenir et tout. En fait, la pub est fantastique. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Mais ça me fait un peu penser à LeBron ou à ces grandes stars ou à Kobe ou à Jordan. C'est-à-dire que les mecs ont une aura tellement forte que lorsque tu changes ou tu es dans un nouveau projet, quoi qu'il arrive, tout le monde va vouloir te rejoindre. C'est un peu ce qu'on a vu à Tampa, c'est qu'à un moment, je vous conseille de la regarder tranquillement pour tous les bilingues. Mais voilà, c'est normal que tu prends Tom Brady. Derrière, il faut non seulement allonger, mais il faut avoir un projet cohérent, sinon ça n'a aucun sens. C'est la confusion au cochon, et sinon. puis, tu vois, on parlait, je reprends le chat, sauf qu'il est inconnu du grand public en Europe. Ça, c'est incroyable pour les plus grands sportifs des sports américains. Des plus grands Moi, sportifs par exemple, américains. je suis pas la NFL, Mais voilà, je le c'est ça, reconnais. et Et là, je le vois dans la rue, je le reconnais. Et c'est là, pour moi, la grandeur de Tom Brady, c'est que dans un continent, enfin, je parlais pour nous en Europe, qui ne pipe quand même pas grand-chose à la NFL, qui n'est pas du tout culturel chez nous, tout le monde connaît Tom Brady. Donc, je suis pas trop d'accord avec ce commentaire. De Tout le notre monde. âge. Moi, ma mère connaît Michael Notre Jordan, je pense qu'elle connaît pas Tom Brady. Parce qu'il y a l'époque qu'il fait aussi. Il y a l'époque. Voilà, et puis tu dis Tom Brady, je connais pas, le mec de Gisèle Bündchen. Ah oui, le mec qui joue au football américain. Enfin, tu vois, bien sûr. il y a aussi des raccourcis comme ça qui font que, au-delà même du sport, et on le dit bien depuis tout à l'heure, c'est que c'est une légende et il a même traversé l'Atlantique, je pense. Les gars, il y a quand même une question qui se pose, et on va peut-être refermer là-dessus sur ce sujet. Quid de la NFL, parce que perdre quand même un ambassadeur comme Brady, ça devait arriver un jour. Mais tu sais, on a déjà des exemples. Vous l'avez vécu, le départ à la retraite de Michael Jordan. Voilà. Tu vois, on a vu Schumacher quitter la Formule 1 et certains aussi, parfois, enfin, ça vaut plus avec Senna, se désintéresser un petit peu de. Schumi aussi. Hein. Ouais, mais Schumi, il avait un peu. Ouais, mais il avait un peu tué la discipline. Ah, donc, lui dis si pas tu ça, il veux- va devenir fou. Non, c'est pas ça. C'est qu'il avait un peu tué la discipline dans le sens où les gens étaient pas. Il était pas archi populaire. Ça, Schumi. ce que tu as raison, Tu vois sur la F1, ça peut peut-être même arriver sur le foot. Ça n'arrive jamais Ouais. dans les sports Dans les américains. sports US, t'as raison. Parce que Et d'ailleurs, T'as le raison. mec, le suivant, il est là. C'est Patrick Mahomes. Alors, l'histoire est différente. Là, il a perdu un peu plus jeune. Mais en NBA, et je peux te dire que ces 20 dernières années, des mecs, il y en a qui sont partis. Bien sûr. Et il y a toujours un renouvellement parce que c'est un pays quand même d'athlètes qu'on forme. Et de storytelling. Et de storytelling. Oui, bien sûr. Puis qui valorise les grands champions. On arrive toujours à trouver un, à minima, un, voire plusieurs. Ah, mais c'est qui le ça. nouveau Et Wayne là- Gretzky? Moi, je sais pas perso. Mais non, mais là, Erwan, il Je a. suis pris pour Benjamin Bernard. Je sais pas, moi je connais pas un mec de. Erwan, il a complètement raison. Là, on est en train de monter des storytelling alors, plus ou moins forcés, donc pas forcés avec Patrick Mahomes.
avec Joe Burrow depuis maintenant quelques mois, presque un an depuis son retour de blessure, on est aussi dans ce storytelling-là. On cherche, on crée et on façonne des nouvelles superstars. Regarde, cette année, on perd Ben Roethlisberger, qui a été l'un de ces grands visages de quarterback aux États-Unis. Aaron Rodgers, pareil. Lui, il va pas encore faire. Il en a encore sous le capot. Il va sûrement être élu MVP cette saison. Mais pareil, il va pas non plus faire encore 5 ou 6 ans. Et on risque de perdre Tom Brady. Mais on a déjà les nouvelles générations. J'ai pas cité Lamar Jackson, évidemment, qui est un peu plus en difficulté avec son équipe, mais qui fait partie de cette nouvelle génération de quarterback hyper spectaculaire et que la NFL et les Américains mettent grave en avant. Non, là où Erwan a totalement raison, c'est Trop de monde qui tape à la porte. Grâce au talent, grâce au réservoir et grâce au storytelling, ça va se renouveler. Mais après, là où la question est intéressante, c'est que c'est pas tant quand tu perds ton emblème, qui va prendre le relais de Tom Brady. Vous avez raison, et on est tous d'accord pour parler. Pour les Américains, c'est simple. Par contre, pour le reste, Patrick Mahomes est tout désigné. Maintenant, il va falloir enchaîner des performances, que ton équipe soit tout le temps au Super Bowl. Sinon, il y aura peut-être aucun mec pour reprendre ce flambeau-là, en tout cas d'un point de vue international. Parce que quand tu compares, quand tu parles à NBA, par exemple, avec Michael Jordan, tu as des mecs derrière qui sont restés très populaires aux yeux du monde entier. Tu vois, tu penses à Kobe, tu penses, je sais pas, Iverson, je sais pas qui on pourrait citer comme superstar, LeBron évidemment. C'est des mecs qui sont worldwide. Tu vois, tu vas en Chine, ils sont connus. Tu vas en Afrique, il y a des maillots de basket. Tom Brady et la NFL, c'est quand même. Il est au-dessus de son sport. Auto-centré. Ouais, ils dépassent un peu leur sport. Tom Brady, c'est le cas. Je demande encore à voir, ils sont tous désignés, mais je demande à voir si Patrick Mahomes peut vraiment devenir cet emblème international. Par contre, là où tu as complètement raison, Tom, c'est qu'à l'heure actuelle, à l'instant T, il n'y a pas ce profil international hyper connu qui pourrait faire encore plus connaître et avoir l'aura qu'a eu un Tom Brady. Mais encore une fois, Patrick Mahomes est à sa 4e saison. Ouais, voilà, merci. Je sais. À la 4e saison de Tom Brady, on était tu vois, Joe Burrow, 2e saison, Josh Allen, 2e saison, Lamar Jackson, 2e ou 3e saison aussi, si je dis pas de bêtises. À côté de ça, tu vois, tu peux dire que du temps aussi, quoi. quand tu penses à la fin de Jordan. En face de chez Canal. Ah oui, Joe Burrow assez. Ah oui, bien sûr. Je mange souvent en face de chez Canal. Au bureau. D'ailleurs, c'est une chaîne, tout le monde connaît le bureau en France. Mais par contre, tu vois. Merci de nous avoir coupé. On se débat pas. Et puisqu'on a cité une marque, on est obligé de citer Hippopotamus et Buffalo Grill, bien sûr. Mais tu vois, un Matthew Stafford, s'il n'était pas tombé dans la mauvaise équipe, contrairement à Tom Brady, aurait pu avoir aussi, pour moi, je pense, ce destin parce qu'il avait toutes les qualités en main. Et on le voit cette année avec 2 receveurs extraordinaires. Bon, il avait eu un receveur avec Calvin Megatron, on s'en souvient. Mais là, avec 2 receveurs extraordinaires, une équipe solide. Et ben, il emmène dès sa première saison avec les Rams, il l'emmène au Super Bowl. Donc voilà, il y a aussi une question de chance presque entre guillemets. Il y a un mec dans le chat qui dit il suffit que Mahomes chope une Kardashian et ça ira. Elles sont plutôt joueurs NBA. Non mais tu sais que c'est pas. Mahomes, qui mettait joueur NFL. Mahomes s'est marié. Oh, comment il s'appelle? Oh là là, le trou de mémoire. Chris Humphries, c'est un joueur NBA, gros. Non. Qui m'a été avec un joueur? J'ai totalement oublié. Si, Reggie Bush. Reggie Bush, bien sûr, c'est son premier running back, ouais. Oh, quand même. Même Erwan. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas avec Mahomes, qui est marié, qui vient d'avoir son premier enfant. En plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, tu sais, on n'est pas après. Il est avec sa copine depuis le lycée, si je dis pas. Mais quand tu croises Kim Kardashian, il y a moins de perdre 2-3 lentilles quand même. Qui d'ailleurs, sa copine est une attraction à chaque match des Chiefs. Elle est en loge et elle fait des stories sur Instagram, mais pendant tout le match. Et maintenant, les mecs s'amuse à être devant elle pour leur faire passer des pancartes, etc. Mais c'est une attraction à chaque match. Ils sont trop forts, les Américains. C'est improbable. Et ça joue non, mais c'est vrai que dans le rôle peut-être du GOAT et d'emblème, le hors-sport aussi joue. Enfin, tu vois, je pense que pour Tom Brady, le côté Gisele Bunchen et tout, etc. Ce qui est plus compliqué pour Tom Brady, c'est que je regardais des débats sur ESPN où les Américains disaient mais c'est le GOAT de la NFL, certes, mais c'est aussi le GOAT du sport. Oui, au-delà de... ça, vous avez vu, parce que les Américains adorent faire ça. L'année dernière, quand il gagne avec Tampa Bay, où là, il prend sa retraite, on voit avec qui il est comparé à l'échelle de tous les sports. Il y a toujours des noms très étonnants, qui n'ont absolument rien à voir. Alors, on a vu un magnifique hier soir sur Hoopshype, Polo. Ouais, Hoopshype, qui est donc un compte Twitter plutôt NBA. Un média maintenant. Un média, oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, ce que je voulais dire. Tu vois, par exemple, qui a comparé, genre, qui était le plus grand. C'est pour Nadal d'ailleurs. C'est pour Nadal, et donc ils ont mis un sondage qui est le plus grand sportif entre LeBron James, Tom Brady et Raphaël Nadal. Bon, d'accord. Donc la question du GOAT est réglée du côté du tennis. Comment choisir? Là, il y a eu plein de débats aux États-Unis, toujours très intéressants. Donc ils disent ouais, c'est le GOAT, mais de la NFL, mais qui n'est pas le GOAT d'un sport, ça et tout. Mais moi, Stéphane Smith, j'attends encore qu'il ne me parle jamais de Zidane, par exemple. Donc en fait, tous ces débats-là, et moi je peux les comprendre de leur prisme à eux. Ils sont fous de Zidane et de son pied gauche contre les Verkusen. Ça leur parle pas. Ouais, mais
c'est pour ça que... Ouais, mais c'est là où nous, on est plus intelligents, Voilà. qu'on a ce prisme quand même de culture américaine qu'on connaît depuis toujours. Je suis désolé, mais personne n'est plus connu qu'un joueur de foot. Non, clairement. Alors le seul, pour moi, ça peut être Michael Jordan, Usain Bolt. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Alors là, je vais un peu sortir du sport, mais est-ce que quand on te dit Tom Brady, c'est le GOAT des sports aux États-Unis, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté un peu quaker, tu sais, le mec, père de famille, gendre un peu idéal, surtout pour la etc. NFL, Et que- ça, non, mais- Ça, c'est sûr, il préfère que ça soit Tom Brady qu'Allen Iverson. Hein. Exactement, voilà, c'est Ah ouais, c'est un petit ça peu... joue c'est un aussi, petit c'est peu C'est normal, mais c'est le jeu. Là, Oui, oui, non, bien sûr, non, mais c'est une explication, tu vois, c'est une explication, tu vois, ça peut être une explication. Les amis, on avance un petit peu, on continue bien sûr à parler des GOAT ou pas d'ailleurs, parce que on va parler de tennis tout à l'heure et le débat, il est toujours en cours, mais on parle des GOAT surtout avec notre ami Tom Ciaravino. Tom, le GOAT de Villefranche, le GOAT du Beaujolais qui est avec nous. Tu sais qu'à Villefranche, il y a Antoine de Saint-Exupéry qui est né, Benjamin Biolay et Tom Ciaravino. Maxime Gonalon. Et Maxime, ah ouais, pardon, c'est vrai. Déjà, pour moi, C'est vrai. Réalisez vos lancements, les gars. C'est un jour sans fin. C'est un jour sans fin. Le lancement n'est pas écrit du tout. C'est pas du tout celui-là. Je me demande quel est le marmot contre vous deux, par contre. Alors, si Tom devait être justement le GOAT de quelque chose, ce serait soit de l'écriture, soit de l'humour, soit de la modestie, étant donné que c'est lui qui écrit surtout mes lancements. Hein. Ah, on dit donc tous les secrets du métier. C'est comme ça. Mais il ne va pas parler de lui aujourd'hui, rassurez-vous, mais bien des GOAT dans le sport, c'est bien sûr le mot de Tom. Salut Manu, salut les gars. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu vous parler de moi pendant quelques minutes, de mes exploits, vous rappeler à quel point j'étais le meilleur et au-dessus des autres, mais je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Non, aujourd'hui, j'avais envie de parler des débats autour du GOAT et tout ce que ça entraînait. Bon, déjà, je pense que c'est important de définir ce que c'est un GOAT, hein, pour ceux qui parlent aussi bien anglais que moi. Hein. Right. Très bien. Respecte le haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. My friend, we are ensemble. Donc déjà, GOAT, ça veut dire greatest of all time. Hein, en gros, le meilleur de tous les temps. Et c'est un mot qui revient en boucle depuis quelques années dans le sport. À l'origine, le terme avait été inventé pour Mohamed Ali après sa victoire contre Sonny Liston en 1965. Voilà, un peu de culture, je vous donne, hein, c'est cadeau. Ça permettra à certains de briller en société plutôt que de parler de NFT. Oh, il y a une attaque visée là, je sais pas. Oh non, bah, pas du tout. J'en parle moi-même. Pourquoi tu voulais en parler justement aujourd'hui? Bah, évidemment, parce que ce week-end, je pense qu'on l'a tous vu, il y a eu un événement énorme qui a fait trembler la planète sport. Oui, Thibaut Pinot a fini une course. Il a terminé 37e de la Marseillaise. Bon, Polo, je te demande pas ton avis. Hein. Il a été très bon. Ouais, je te demande pas ton avis. J'ai l'impression que maintenant, s'il arrive à régler sa selle, c'est un exploit français. Non, plus sérieusement, Rafael Nadal, ce week-end, a remporté le 21e Grand Chelem de sa carrière à l'Open d'Australie. Et c'est un record absolu pour un joueur de tennis. Un record qui le rend donc, pour certains, le GOAT de son sport, au-dessus de Federer, Djoko ou encore Paul-Henri Mathieu. On t'oublie pas, PHM. Est-ce que justement on l'utilise pas un peu trop ce mot GOAT? Bah, c'est bien un peu là tout le problème. Hein. Je pense qu'un joueur peut être considéré comme le plus grand par ses supporters. Messi peut être considéré comme le GOAT par les fans du Barça. Ronaldo peut être considéré comme le GOAT par les fans de Real. Neymar peut être considéré comme le GOAT par les fans de télé-réalité. Par contre, aucun d'eux ne pourra jamais faire l'unanimité, car c'est un avis trop subjectif. Sur Twitter, d'ailleurs, ce débat, ça rend fou les gens. Dès que tu donnes ton avis sur le débat du GOAT, bah, tu te fais incendier, même quand tu donnes pas ton avis d'ailleurs. Moi, par exemple, hier, dimanche, après la victoire de Nadal, je tweete Grande Rafa. Oui, parce que je maîtrise un peu l'espagnol. Juste pour le féliciter, 2 minutes après, un mec me répond « Ferme-la avec ton tweet de merde, tout ça parce que ta sœur a tourné dans le vestiaire de Nadal. » Visiblement, il a... C'est un fake ou c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai, visiblement, il a des infos que je n'ai pas. J'ai quand même demandé à ma sœur, dans le doute, d'ailleurs, si elle me regarde, tu peux me débloquer, je suis désolé. Mais en vrai, c'est un débat qui est tellement stérile. Je veux dire, on a assisté à tellement de sportifs qui ont éclos ces dernières décennies, tellement de surhommes, de personnes qui ont cassé des records, repoussé des limites. Comment quelqu'un peut estimer avoir la vérité absolue sur le débat du GOAT? Et justement, est-ce que c'est pas un peu les réseaux qui mettent et remettent ce mot GOAT comme ça à la sauce du jour? Ah si, complètement. C'est vrai que les réseaux sociaux et Internet, en général, ont rendu ce débat complètement imbuvable avec cette obsession des chiffres. Le duel Messi-Ronaldo en est le parfait exemple. On veut tout comparer, tout comptabiliser, les titres collectifs comme les titres individuels, et ça en devient un peu ridicule. En vrai, une carrière ne peut pas se résumer au nombre de trophées, hein, pour paraphraser Dimitri Payet. Sinon, on oublie tout le contexte d'un titre, d'une époque aussi. Comment tu veux confronter un Pelé dans les années 60 à un Cristiano Ronaldo aujourd'hui, par exemple? Tu peux toujours essayer d'en discuter avec ton grand-père, et bon courage pour gagner le débat. Bon, moi, il est plus là pour me répondre.
Donc j'estime avoir remporté le débat. Haut la main. Mais oui, ça me gonfle cette mathématisation du sport. Moi, j'apprécie un joueur pour son niveau, je l'admire pour ce qu'il gagne et je le place au-dessus des autres pour ce qu'il me fait ressentir. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Ça ne m'intéresse pas finalement de savoir qui est le plus grand. Ce que je sais, c'est qu'ils m'ont tous fait kiffer. Chacun à leur manière, certains plus que d'autres. Preuve que le GOAT, malgré toutes ces guerres, ça reste surtout le nôtre. Et surtout Roger Federer. Bravo Tom. Bravo et merci encore pour cette très belle chronique. Franchement, ouais. Il y a Steph Brun qui t'envoie un pouce vert apparemment dans le chat. Merci. C'est un majeur qui voulait envoyer un. Merci beaucoup à Tom. Je suis très content qu'il ait fait ce mot sur le GOAT. Parce que c'est vrai que moi c'est un truc. Alors je suis peut-être un peu vieux con, on va dire ça comme ça, mais ça me gonfle toujours, tu sais, quand il y a quelqu'un, c'est le GOAT. Tu sais, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat, et je trouvais ça intéressant, il dit, les Italiens en foot, ils ont, tu sais, cette expression Fiori class. Tu sais, c'est de dire, il est d'une classe, d'un autre niveau et tout, et je trouve que c'est la meilleure définition, tu vois, pour... Moi, j'aimais bien ces débats au début, quand j'étais, il y a une dizaine d'années. Absolument. D'ailleurs, dans les cars à Malakoff, d'où est née l'idée First Team, d'ailleurs, j'adorais avoir ces débats-là. C'était cool, parce que chacun défend son steak, puis tu l'écoutais, puis tu savais que et finalement personne n'avait la vérité absolue. Mais par contre, moi, j'étais convaincu mais aujourd'hui, c'est devenu, comme le dit Tom, c'est devenu imbuvable. Moi, j'ai un pote à moi de Nantes que j'embrasse, que j'adore. Il passe sa vie tous les jours à m'envoyer des stats sur LeBron James, des chiffres, pour me dire il est meilleur que Jordan. J'ai fait, au bout d'un moment, mais tu vas m'envoyer des chiffres tout le temps, personnel à lui. Oui, il a 37 ans, regarde ce qu'il fait à 37 ans. Je fais, regarde son bilan de la conférence Ouest. Je fais, t'en oublies, ce qu'il fait cette année, LeBron James, par exemple, est exceptionnel. C'est peut-être le mec à 37 ans, on n'a jamais vu un mec aussi fort à cet âge-là. Moi, je vois aussi qu'aujourd'hui, il est dans une équipe où il était censé gagner le titre et que quelque part, il se bat pour les... Donc, tout est une histoire de subjectivité. Et puis, au bout d'un moment, pour moi, un GOAT, c'est un mec aussi, le ressenti. Exactement. Et puis, par exemple, moi, il y a des mecs que j'ai adoré détester aussi. Tu vois, et que quand ils n'ont plus été là, ou quand ils ne seront plus là, ils vont me manquer. Donc, tout ça, en fait, ça reste dans du sport, ça reste du ressenti, ça reste de l'amour ou du désamour. Mais voilà, Mais après, il y en a qui, par contre, il y a l'impression que dès que tu attaques un mec, tu as l'impression que tu parles d'un membre de leur famille. Et là, après, les réseaux font en sorte, notamment, qu'en fait, tu n'as plus envie des fois, alors que c'est ton métier et que c'est ce qu'on aime le plus faire, tu as presque des fois de dire, vas-y, j'ai plus envie d'en parler. Exactement. Et à partir du moment où il y a débat, il n'y a pas GOAT, du coup. Enfin, tu vois, si tu prends la définition, c'est-à-dire que tu peux avoir des mecs qui, dans le ressenti, ont marqué toute une population où il y a, justement, il n'y a pas débat. Et s'il y a débat, c'est qu'il n'y a pas GOAT. Enfin, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis, par exemple, pour le foot. Pour le foot, rappelle-toi, c'était un débat. Il était génial, ce débat. C'était qui le meilleur joueur de tous les temps? Bon, à la fin, on avait dit, en fait, c'est une table, il y a 5 chaises, et voilà les 5 qui sont tu choisis qui tu veux. Il n'y avait pas Griezmann. On n'est pas filé de carton d'invitation. Voilà, en tout cas, Nadal, du coup, les amis. Normalement, c'est pas le GOAT du tennis. Certains le pensent peut-être, et je vais me faire insulter dans le chat. Nadal, on en parle tout de suite. Son 21e titre en Grand Chelem, ça déjà, c'est un record. Et on en parle tout de suite parce qu'il y a eu la manière aussi du côté de l'Open d'Australie. Alors, Rafael Nadal n'est pas le GOAT, mais c'est quand même le pourquoi c'est pas le GOAT, grand joueur. Tu commences comme ça, toi. Parce qu'il y a débat. Ah oui. Il y a débat, il n'y a pas GOAT. Ah oui, peut-être, parce que Nadal n'est pas le GOAT. Pour moi, il n'y a pas débat. Ah non, mais c'est pas le GOAT. Il y a débat. D'accord. En fait, s'il y a débat, il n'y a pas GOAT. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, c'est mon avis, tu vois. Mais bon, après, je sais pas. Oui, non, en fait, je vois l'idée. On est tellement habitués, justement, à dire mon GOAT, c'est lui. Ben non, ton GOAT, c'est toi, nana. En fait, finalement, la définition du GOAT, ça devrait être l'unanimité. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'unanimité. J'ai eu du mal un peu aussi au début, mais je comprends l'unanimité. C'est ça. Moi, j'ai compris tout de suite. Mais dans le sens, il pourrait l'être. Excuse-nous, Léonard. Si tu veux. Parce que j'ai l'impression que tu dis qu'il ne l'est pas, alors qu'il pourrait l'être. Alors, ce qu'on peut dire, c'est Nadal, c'est le GOAT de la terre battue, si tu veux. Ça, il n'y a aucun doute. Voilà. Celui qui me dit non, ça, c'est l'unanimité. Là-dessus, on est d'accord. Bon, c'est plus Sergi Brugger. Voilà. Alex Correa. Arantxa Sanchez. Pete Sampras, peut-être qu'il est vraiment bien tennis. Il n'a toujours pas dépassé les 8e de c'est mon vieux Peter. Et il essaye encore. Il est porte d'Auteuil, là, actuellement. Rafael Nadal, donc, qui a écrit encore un peu plus sa légende et celle du tennis, en devenant le seul homme, bien sûr, à 21 titres en Grand Chelem, une finale
finale dantesque contre Medvedev à la Rod Laver Arena. On va en parler de cette finale avec toi, Thomas. Si tu pouvais nous repréciser, parce que nous aussi on est dans le storytelling, on aime bien raconter des belles histoires, en tout cas sur ce plateau. Parle-nous un petit peu déjà de son tournoi, de son état de forme en arrivant en Australie, dans quel état il est et qu'est-ce qu'il a fait pour retrouver quand même un petit peu son tennis. Ouais, tout ça, ça part de. Au final, il y a quand même quasiment un an. C'était à Roland-Garros l'année passée. Roger était à 20. Rafa était à 20 et il était favori pour remporter son 21e titre. Novak Djokovic est là à 18 et il a envie, il joue bien. Et Novak Djokovic bat Rafael Nadal en demi-finale. Rafael Nadal, au 4e set, se blesse au pied. Une blessure qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Novak Djokovic remportera Roland-Garros et Wimbledon. Les 3 GOAT du tennis seront à 20, 20 et 20 en termes de Grand Chelem. Nadal reviendra au début de la tournée américaine, de la deuxième tournée américaine de la saison. Et il verra que ce ne sera pas possible. Son pied ne le laissera jamais tranquille. Il est complètement blessé. Il est obligé de subir une intervention chirurgicale qu'il subira à Barcelone ensuite. Et ça, c'était il y a 4 mois. 4 mois. Il ne sait absolument pas s'il va pouvoir revenir, quand il va pouvoir revenir. Roger Federer se fait battre à Wimbledon, où on ne sait même pas aussi, lui, quand est-ce que... Voilà, les GOAT du tennis sont très loin, sauf Novak Djokovic. Et donc, il y a toute cette période. Nadal va jouer à Abu Dhabi, se fait laver 2 fois par des joueurs. Et puis, il prend le Covid en revenant d'Abu Dhabi. Et alors là, on se dit, OK, est-ce qu'il va à Melbourne? Est-ce qu'il ne va même pas à Melbourne? C'est déjà la première des questions. Il va à Melbourne, et là, il fait ce choix qui est pour moi exceptionnel, de jouer le 250 de Melbourne. Oui. Normalement, un choix que personne va faire. Tu joues le 250 quand tu es de leur stature à eux, tu joues le 250 juste parce qu'il est dans ta ville, c'est tout. Ben, vraiment. Non mais, parce que ton pote, il a des parts dans le. Non mais c'est ça. En fait. C'est l'arbitre. Non mais Federer va aller jouer le 250 de Genève parce que c'est la Suisse, parce que c'est sa fédération. Novak Djokovic a joué les 250 de Belgrade parce que c'est chez lui. Nadal, ne joue pas de 250. Si je dis pas de... Non, il y en a pas. Il y en a pas. C'est un challenger à Majorque, d'ailleurs dans son académie. Mais c'est que des tournois 500, Barcelone en Espagne et le Masters 1000 de Madrid. Donc voilà où il en est. Et il va jouer ce 250 de Melbourne parce qu'il est assuré de jouer 4 fois s'il va au bout sur la Rod Laver Arena, qu'il n'aura plus jamais quitté jusqu'à la fin. Et il a des matchs qui sont compliqués, par exemple contre Cressy, qui va jouer en finale contre le Finlandais Russu Viori, qui va jouer en demi. Il a des matchs compliqués où il se dit, OK, je ne suis pas encore au niveau. Mais il gagne quand même le tournoi. Il a une semaine de pur gros entraînement ensuite dans la foulée. Et après, il arrive à cette Australienne sans des certitudes, avec un Novak Djokovic qui n'est pas là, mais il y a quand même du Tsitsipas, du Zverev, du Medvedev, il y a du très très bon dans cette Australienne. On va en parler bien sûr de justement la notion un petit peu plus tard, de savoir où est-ce qu'on place ce titre à l'Open d'Australie, en partant du principe aussi que Novak Djokovic n'était pas là. Est-ce que ça va atténuer justement l'impression, le ressenti en tout cas sur ce titre? L'état physique, tu nous en as parlé. Parle-nous un petit peu là désormais de biomécanique, c'est-à-dire comment il compense justement avec cette blessure au pied. Comment il fait pour ne pas avoir mal? Comment il fait justement pour avoir les bons appuis? Il a mal, ça c'est une certitude. Après, Rafael Nadal, et les équipementiers sont fous avec lui. Nike vous le dira absolument jamais, mais Nike se tue chaque année à ressortir des nouvelles chaussures pour faire vendre, voilà. Nadal, quand on regarde toutes ses photos depuis 2016, n'a jamais changé de chaussure. Il a absolument toujours la même semelle, il a absolument toujours la même chaussure, parce que une année en 2016, début 2016, Rafael Nadal change de chaussure, il se blesse au premier tournoi de la saison. C'est le même moment où il enlève les pantacours aussi. Grande dame de Nike aussi. Mais à ce moment-là, il se blesse directement parce que ça ne lui va pas. Et on le revoit directement sur le tournoi suivant où il a repris ses chaussures, celles qui ne lui font pas mal, celles qui sont thermoformées. Enfin, personne ne met des pieds dans ces chaussures-là. Quelqu'un, si on lui fait des chaussures de la sorte, va dire mais laisse-moi tranquille. Enfin, j'ai juste envie de vivre, de vouloir marcher. On ne marche pas. Je ne savais pas que Nike faisait des Santiago. Non mais tu ne marches pas avec ça. Elles sont tellement thermoformées. Rafa est obligé directement. C'est la première chose qu'il fait. Enfin, c'est rare de voir un joueur qui va directement défaire les lacets avant de passer au micro de l'interview. Lui est obligé de mettre les pieds et il peut même pas de mettre les pieds, boum, de défaire les lacets. C'est comme typiquement, on pourrait comparer ça aux chaussures d'un descendeur en ski. Le mec est obligé d'avoir des chaussures qui sont ultra serrées, ultra compressées. Et le mec est obligé directement, dès qu'il arrive, dès qu'il a fini, boum, il l'enlève. Parce que c'est une pure souffrance et il souffre et il a mal. Mais il se bat avec cette douleur. D'accord. Alors, revenons un petit peu sur cette finale, les gars, qu'on a tous regardé contre... On peut dire que c'était une belle finale, Manu.
incroyable. C'est régalé. Mais tu sais que c'est marrant, je le dis là, parce que je vous l'ai dit hors antenne, je vous ai dit la semaine dernière, putain, je déteste regarder du tennis. Autant à pratiquer, je trouve ça génial. Et moi, perso, je m'ennuie à regarder du tennis. Je peux te dire que j'étais devant ma télé, je me suis levé, etc. Je regrettais la phrase que j'avais eue justement la semaine dernière. Revenons à cette finale. Nadal mené 2-0 par Medvedev, qui va réussir à inverser la vapeur. Déjà, comment t'expliques qu'il se retrouve mené comme ça 2-0 Est-ce que toi, t'y croyais, par exemple, toi qui es un spécialiste qui était devant ta télé, est-ce que tu t'es dit, bon, ouais, il va réussir à inverser la vapeur? Avec ce qu'il a fait depuis le début du tournoi, il a été bon, très bon au début, convaincant. Après, il y a un set perdu sur Khachanov qui ne change absolument rien dans la manière. Au contraire, il est même très performant. Durant les 2 premières manches, à chaque fois, il a une énergie et on sent après, par contre, parce que 35 ans, papa quand même, voilà, en termes d'énergie, ça commence à baisser un petit peu et il perd la 3e manche justement sur Khachanov. Sur Shapovalov, il mène 2 manches à 0 avec un niveau de jeu exceptionnel, puis il les rejoint à 2 manches partout. Il remportera à l'expérience. En demi, il s'imposera contre Berrettini, encore une fois en perdant cette 3e manche par manque d'énergie, parce qu'il n'arrive pas à imprimer cette cadence pendant 3 manches pures et dures. Et là, il arrive en finale. À noter que quelque chose d'important, en tout cas selon moi, il a 3 jours de repos entre son quart et sa demi, qui lui permettent de revenir. Contre Shapovalov, il fait 5-7, 5 gros sets, il finit, il est lessivé. Lui-même le dit en conférence de presse, physiquement, j'en peux plus, mon physique est complètement mort. Ça se voit, clairement. Tous les matchs de quart, demi et même la finale, il va au bout de lui-même. Tu sens que c'est même plus dans la raquette qu'il va chercher ça, quoi. Il est exténué, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup, il a 3 jours. Ça lui fait du bien. Il le dit aussi après sa demi. Il s'est entraîné que 50 minutes le lendemain de son quart, une petite heure la veille de sa demi, parce qu'il avait besoin de repos. Il avait besoin de faire redescendre un petit peu son corps. Et après arrive la finale. Il est mené 2 manches 0 et le premier set, il se trompe. Il se trompe complètement de philosophie. Il veut rentrer à l'échange. Il veut jouer à la vraie bagarre avec Medvedev, qui l'emmène lui par contre sur qui qui fera la faute en premier. Medvedev est trop fort là-dessus et physiquement Nadal ne peut pas tenir. Il n'a pas cette volonté assez forte pour faire le point en 3-4 coups de raquette. Et là, il prend 6-2. Directement dans la seconde, il a le break une fois, puis il l'a une seconde fois, ça va pas, il prend 7-6. Et là, il rechange, ça se voit directement, il rechange complètement et il ne veut plus rentrer dans l'échange avec Daniil Medvedev. Il part directement sur des plans à 3-4 coups de raquette de sa part. Beaucoup d'amortis, beaucoup de services volés. Le nombre d'amortis incroyable. C'est ça, il ne veut plus rentrer à l'échange, le nombre de services volés. À la fin, même les commentateurs disaient non mais... Stéphane Edberg. Mais il s'en est vraiment inspiré. Il ne voulait plus rentrer dans des échanges et donc il y avait des 7, 8 frappes de balles en moyenne, quasiment à chaque fois. Même quand il fait ça, il mène 5-1 dans le deuxième. Ouais. On se dit mais qui revient et derrière il se fait c'est ça dans le deuxième. Non, il se fait rouster aussi. Non, il tie-break dans le deuxième. Oui, voilà. Ouais. Dans le tie-break, il y a deuxième. Mais il change dans le troisième. Quand même, quand il change, il arrive à revenir. Mais on a l'impression que même ce changement de tactique, ça va être trop court quand même. Et là, c'est même plus à la tactique. Du coup, moi, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Après, la personne qui, là, dans le chat, me dit... Honnêtement, à 2-7-0, 3-2 Medvedev, 0-40, j'ai mis 10 balles. J'y crois. Respect, mec, il n'y a pas de souci. Personne y croire, t'as le droit. Mais penser qu'il va vraiment le faire, c'est différent. Oui, même y croire, c'est fou parce que sur le point, pour que Medvedev obtienne ses 3 balles de break, on a un Medvedev fabuleux, le mec lobe, le mec qui arrive, le revers sauté long de ligne, il est incroyable. Et je pense qu'il se voit gagner. C'est pas la première fois que Medvedev comme ça qui choque un peu. Ça lui était arrivé par le passé, non, c'était plutôt un mec sérieux aussi, solide. C'est un mec très sérieux. C'est un mec très sérieux qui a déjà un grand chelem, mais je pense qu'il s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Même jusqu'au bout, il craque pas mentalement parce que dans le 5e set, il est dominé dans l'échange. Et moi, je me dis, un mec comme ça face à Nadal, il va plonger. Mais même jusque-là, il arrive à débreaker et là, il va se battre jusqu'au bout. Moi, j'ai trouvé ce Medvedev impressionnant, même jusqu'à la fin. Alors après, il perd, mais la force mentale pour pas craquer face à un mec qui a 20 grands chelems et qui en plus a le momentum. J'ai trouvé ça assez impressionnant. Et puis outre ça, il a le public contre lui. Le mec, il applaudit le public, il salue le public parce que le public, à chaque faute entre les deux services, il n'a pas un instant pour se concentrer. Il vit de ça aussi, Medvedev. Bien sûr, mais il adore ça. C'est pour ça que nous on l'aime aussi. Mais il adore ça, mais je pense que là, ça l'a dépassé quand même. C'est ça, j'ai l'impression qu'il adore ça, qu'il s'en nourrit sur le terrain, mais que dès qu'il en sort, ça lui fait vraiment du mal.
son interview de fin de match en conférence de presse est incroyable. Il raconte qu'il en a marre d'avoir cette défiance, notamment vis-à-vis des trois grands champions que sont Djokovic, Federer et Nadal. Et pour certains, même un Djokovic n'est pas tant aimé que ça dans la globalité, mais lui a vraiment du mal avec ça. Et c'est bizarre. Il disait, mais moi je pense qu'à partir de 30 ans, je suis même pas sûr d'être encore dans le tennis. Maintenant, je vais pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour me faire plaisir. Mais alors c'est un joueur fabuleux, c'est terrible. S'il y a un tournoi à Moscou une semaine avant Wimbledon, je vais aller à Moscou. Tant pis si je rate Wimbledon. Enfin, il disait vraiment des trucs comme ça. Je pense que c'était à chaud et qu'il va revenir là-dessus. Mais ça a l'air. Autant ils sont nourris de cette défiance sur le terrain, autant ça a vraiment de le peser quand il sort du terrain. C'est le pays du Commonwealth, hein, tout ça. Mais ça l'amuse aussi. Ça l'amuse aussi parce qu'avant la finale, par exemple, il est là à dire non mais moi je suis content, entre guillemets, je suis le seul à pouvoir les laisser à 20 grands chelems partout. Je l'ai enlevé à Djoko à New York, je peux l'enlever à Melbourne à Rafa. Voilà, au moins c'est moi qui fait un petit peu les règles. Ouais, c'est ça. Et il aimait. Et on le sait quand quand l'opinion publique sent qu'on touche à ces trois champions, qu'importe qui on supporte, elle apprécie pas. Et directement, c'est de la pure défiance, c'est de la pure provocation. On nous dit dans le chat, c'est Black Check. Non, attends, excuse-moi, je me suis trompé. Blablabla. Hop, merci. J'ai pas vu. J'ai perdu. Non, mais si, ouais. On nous dit dans le chat, excusez-moi les amis, ce qui a anesthésié Medvedev, c'est la puissance de Nadal. C'est El Professeur 76 qui nous dit ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, bien sûr. Mais parce qu'il a réussi à délivrer cette puissance sur 3-4 coups à un moment donné. Pas du tout sur son style de Roland Garros qu'on a l'habitude de le voir. Ouais. Bah non. Où il va du fond de cours, vas-y. Là, moi, des fois, je l'ai vu écourter des échanges, faire des coups, je fais. Il est cramax, il est capable d'aller. Alors, il a pris des risques, mais j'ai l'impression qu'il a été aussi je vais dire adroit, c'est une expression basket, mais qu'il a été précis au possible. Il a trouvé des trucs près de la ligne, alors qu'il était en bout de course. Je ne pensais pas qu'il était encore capable de ça. Ouais, il a été adroit, tu peux le dire, par contre, à la volée. Par exemple, parce qu'à chaque fois qu'il est monté, le ratio qu'il a à la volée, il est exceptionnel. Et la puissance sur 3-4 coups de raquette. Honnêtement, je pensais, on s'était amusé à faire des pronostics avant la finale. J'avais dit Rafa en 5, mais je pensais à complètement l'inverse. Oui. Je pensais qu'il allait prendre les deux premières, souffrir pendant les deux suivantes, voire même prendre une grosse fessée au 4e et revenir au 5e. Et là, en l'occurrence, il a réussi à développer son jeu à partir de la moitié du 3e. Une fois qu'il sauve ses 3 balles de break, il est là, il prend l'expérience, le 3e, le 4e avec une pure expérience aussi. Et là, dans le 5e, après, il y a un break d'abord et puis il a du mal. Et là, c'est très compliqué parce que à 3-2, il a le break, il sauve 3 balles de débreak et il pense et il cogite énormément. Même s'il ne l'a pas dit, en 2017, face à Roger Federer, il a le break dans le 5e et il perd ce jeu et il perd tous les suivants. Et il ne marquera plus un jeu de la finale alors qu'il a le break aussi dans le 5e. Et je pense que ça a été un moment très très compliqué et c'est l'un des moments les plus fatidiques de cette finale parce que voilà, c'est le moment où tout s'est joué. Tu as parlé et on va essayer de se projeter avec cette victoire à l'Open d'Australie, avant de se poser la question d'où est-ce qu'on place bien sûr ce titre dans la légende Rafael Nadal. Tu as parlé de tous ces soucis physiques, le fait de jouer avec la douleur, le fait aussi qu'il a fait le 250 avant l'Open d'Australie, mais il était resté très longtemps sans jouer. Est-ce qu'il peut avoir la fraîcheur pour aller chercher un autre grand chelem? On imagine qu'à Roland Garros il sera présent et qu'il faudra compter sur lui, mais à quoi ça peut ressembler un peu la saison de Rafael Nadal alors qu'il a, tu l'as dit, 35 ans, c'est ça? 35 ans, 35 ans. Écoute, je pense que là, il a fait l'Australie. Ça lui a coûté déjà énormément physiquement. Il est inscrit à Acapulco, à Indian Wells et à Miami. C'est pour l'apéro, c'est pour l'open bar. C'est pour l'open bar, Acapulco. C'est pour l'open bar et aussi pour le chèque. Ouais, parce qu'il y a quand même... Pas Paul Lagame. J'ai adoré cette série Agence Acapulco. Bien sûr, sur M6, c'est incroyable. Mais je pense qu'il n'ira pas. Super générique. Il n'ira pas? Il n'ira pas à Acapulco. Alors j'ai vraiment du mal à le voir sur les deux grands chelems, sur les deux Masters 1000 américains, parce que à chaque fois qu'il performait à Indian Wells, il n'allait pas à Miami, parce que qui dit Miami, qui dit 10 jours plus tard, il y a Monte Carlo qui commence. Ouais. Là, il va vraiment, je pense, sécuriser la saison sur terre. Donc pour moi, on le verra pas. Il fera pas juste un aller-retour pour Indian Wells. Par contre, on le reverra à Monte Carlo. Pour le début de la saison, après, à voir ce qui va nous sortir sur Terre. Est-ce qu'il va faire comme d'habitude, et Monte-Carlo, et Barcelone, et Madrid, et Rome, pour terminer à Roland-Garros? Je sais pas. Ça, par contre, ça va être à voir. Et puis après, pour l'herbe, ce sera aussi selon ce qu'il a fait à Roland-Garros. Il ne fera que Wimbledon si en l'occurrence, il y va. Il y aura, je pense, l'US Open, peut-être un Masters 1000 pour se préparer à l'US Open. Rien entre l'US Open et Bercy qui prend pour un tournoi préparatoire au Masters,
qui lui manque. Et là, on y reviendra pour un petit peu le palmarès, mais voilà, il veut ce Masters aussi de fin d'année. Il n'a jamais pris? Jamais, zéro. Ça, c'est incroyable. Zéro. Moi, je voulais juste revenir sur Djoko en ont beaucoup, quoi. Ouais, Djoko, on a beaucoup. Ouais. Et Federer aussi. J'aimerais revenir Ouais, sur 5 et moi 5. quand il 5 et gagne 5, ok. sur la balle de match. Quand il gagne, j'adore voir ça. Moi, la réaction des mecs, LeBron quand il gagne en 2016, la réaction. Je trouve que quand il gagne, moi j'ai des frissons parce qu'on voit. J'ai l'impression que même lui, il est surpris. Il se dit waouh, mais Qu'est-ce que je viens de faire? c'est ça. Il en a gagné 20 avant. Mais celui-là, je me dis. Waouh, celui-là, je reviens de. Et on se souvient qu'il avait tapé Federer en étant mené de ça et tout. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il y a tout qui redescend. Puis après, il y a qui, sans vraiment se rendre compte complètement, mais que, je sais pas, il y a quelque chose, voilà, la tête qu'il a derrière. Il se dit, mais celui-là, c'est peut-être le 21e, certes, mais au-delà des chiffres, mais celui-là, c'est par la manière, par la construction. Tu nous as expliqué comment. Il a un truc unique. Ouais, moi, tu vois, ça va peut-être répondre un peu à ta question, ta future question sur la place de ce grand chelem dans sa carrière et même par rapport aux autres et l'absence de Djoko. Ça marche pour la bulle avec les Lakers. À un moment donné, il y a une compétition à jouer. Les gars sont là, sont pas là. C'est pas mon problème. Je suis d'accord avec On toi. parle d'un gars qui va chercher un deuxième titre en Australie. La première fois, c'était à 9 ans, si je dis pas de bêtises. Et en ça, c'est un exploit. Il y a 13 Il y a 13 ans, pardon. Il y a 13 ans. Oui, t'as raison, 2009. pardon. En 2009, ouais. En 2009, il y a 13 ans. En ça, aller gagner 13 ans plus tard sur une terre, sur laquelle, en fait, t'as toujours eu du mal. complètement. Historiquement, Djoko passe sa vie à gagner en Australie. Nadal a du mal. Il va, en fait, chercher les ressources mentales, physiques sur cette surface qui n'est pas la meilleure pour lui, à l'autre bout du monde, là où ça a toujours été compliqué. Pour moi, je le place très, 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 très haut parce que la saison aussi, t'as raison, la blessure, et parce que tu bats en finale un vrai gars. Tu bats Medvedev en finale. C'est pas complètement, un gars qui est un peu, allez, entre guillemets, soit un très, très jeune, soit un gars qui est là un peu grâce à une bonne partie de tableau. Tu bats Medvedev qui est clairement, voilà, parmi la next-gen, parmi les tout meilleurs. Et ça montre aussi la différence qu'il y a avec les jeunes. Et en ça, moi, je le place très très haut parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a la nouvelle génération qui va prendre le relais, les Tsitsipas, les machins, les Zverev. Mon gars, ces trois-là, en fait, ils sont pour l'instant imbattables malgré leur âge, malgré leur physique. Ouais, et la réaction dont tu parlais, c'est ça qui est Je m'en incroyable. fous de ce que je dis, merci. Non, mais c'est pour ça que je vais y revenir. T'as compris qui était le boss. Mais non, mais je vais y revenir parce que c'est Avec très lui, à couper intéressant. après. Moi, vous vous débrouillez C'est tous les très deux. intéressant dans le sens où la réaction face à Shapovalov en quart, elle est encore plus impressionnante parce que le mec il se dit ok, et c'est là où je te rejoins. J'ai tapé un mec de 20 ans en 5-7 alors que je suis blessé, alors que j'ai 35 ans, alors que le mec m'a Comment j'ai rejoint, fait, en fait alors que le mec. Ouais, c'est Et clair. c'est là où je te rejoins. La next gen est là. Et elle n'arrive pas à les taper. Et on peut reprendre la finale de Roland Garros l'année dernière. Tsitsipas mène aussi, comme Medvedev, 2 manches à 0 face à Djokovic. Et il ne le prend pas. Il le prend pas le grand Mais chelem. tu vois, Medvedev, il tape Djoko à New York alors que tout le monde attend que. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça qui est. C'est pour ça que je le mets c'est vrai. très très haut ce titre du coup parce que Ouais, Medvedev, exactement. il est pas encore dans la recherche du premier Là, titre et du puceau là tu sais. Djoko, il arrive à New York, mon gars, tout le monde dit il va marcher sur tout le monde. complètement. Évidemment, là, tu te dis enfin, il y a un mec de la Next Gen qui peut leur mettre des bâtons dans les roues. Et derrière, il met Il gagne 2-7-0 2-0, et Nadal qui a un pied beau, il le tape avec le cœur comme ça. Je crois que c'était une jambe de bois. Ouais, il a gagné avec un perroquet aussi sur l'épaule. Mais je me dis, mais waouh, tu sais, en fait, j'arrive toujours pas à l'analyser et où c'est que je le mets ce titre-là. Très, Nadal, très haut, parce que- j'espère. et très très Ah oui, évidemment. d'accord. Mais parce qu'on est plus sur terre battue, parce que finalement c'est presque des fois trop facile. On pourra peut-être avoir C'est des débats. complètement con de sur dire le ça, mais t'as raison. Non mais c'est vrai, c'est ok, fou. non mais t'es trop fort sur terre battue. J'ai presque pas envie de le mettre. C'est ça. Mais là tu vas gagner sur justement là où t'es pas le plus à l'aise avec ou là où Bah t'es oui. physiquement peut-être et avec un tennis qui est pas celui avec lequel t'as fait quasiment toute ta carrière. Moi je suis bluffé par ce qu'a fait Voilà, Nadal. il faut être bluffé. Et puis il y a un truc, et ça va lui pendronner, c'est cette histoire de Djoko qui était pas là. Tu as commencé à en parler. Bah, Tom. tout le monde en parle. Et En ça, fait, c'est en fait, insupportable. c'est pour te dire. C'est pas de la faute de Non, avec Nadal. les vaccinés, Non, mais attends, si Djoko est pas là, c'est pas de la faute de Non, mais je suis Nadal. d'accord avec toi, Polo, et je te redonne la parole pareil tout de avec le suite. Pitcock. Mais parce que, t'as raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, peut-être les gens qui sont pas pro Nadal, parce que tu sais, comme l'a très bien dit Tom tout à l'heure, il y a les pro Nadal, et il y a les pro Federer, alors, ils sont moins nombreux, les pro Djoko. Mais ce que je veux dire Non, ils par sont là, pas c'est moins que nombreux, ils sont tous serbes. ils sont c'est tous. différent. Oui. Mais ce que je veux dire par là, Une c'est blague. que il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais d'accord, ok, Nadal c'est dans l'histoire et tout, mais Djoko n'était pas là. Tu sais, comme pour mettre un bémol. Est-ce qu'il y a vraiment un bémol à mettre? Moi, je pose la question pour que. Et si tu veux jouer au con, Justement- Manu, si tu veux jouer au con, tu regardes la dernière fois, le dernier comment on appelle ça? Grand Chelem. Grand Chelem, excusez-moi. Dernier Grand Chelem, Medvedev bat Djoko sur la même surface. T'as raison. Bah, on peut se dire que Nadal a battu Medvedev, donc Nadal a battu oui, Djoko. On bien peut sûr, jouer, bien on peut sûr. jouer au Ah, con. mais non, mais On peut jouer au con raison. jusque-là. Non, C'est un tu peux dire c'est un aussi peu qu'il y a des absents mais à c'est un chaque peu grand chelem, insupportable. à C'est chaque comme- grand c'est tournoi. comme, je parlais de Tom Pitcock tout à l'heure. C'est
c'est pareil. On lui a posé que des questions depuis une semaine sur l'absence de Van Aert et Van der Poel. Le mec est champion du monde. Je suis obligé de vivre avec ça, mais moi je m'en fous. Je veux gagner le championnat du monde. Si je gagne la Coupe du Monde, je m'en fous. Il y a pas ça. Moi je veux le maillot, je veux la Coupe du Monde et j'aurais de compte à rendre à personne. Et c'est ce qu'il a dit. Et là Nadal, on n'a pas à lui faire la chanson. Je pense qu'il sait très bien ce que vaut ce titre-là. Mais évidemment, et c'est chiant parce qu'on va lui ressortir cette excuse, enfin ce fait-là. Mais ce qui est dingue, c'est que par exemple, alors que les fans le disent, à la limite, pourquoi pas. Mais il y a des joueurs pros qui l'ont dit. Par exemple, Damir Dzumhur qui était 50e. Zemmour Damir Dzumhur qui était 50e mondial était là hier à mettre une story en disant bah oui mais bon Djoko n'est pas là, c'est facile de prendre un grand chelem quand il est pas là. Un joueur de tennis pro. Ah mais plus que pro. Il y a des joueurs pro qui disent des conneries les gars. Non mais il est anti-vax aussi, c'est normal. Non mais à un moment donné. Ça mérite sérieux. Non mais à un moment donné. Il faut s'y respecter un peu. Le mec, non mais puis même, c'est pas comme si c'était un mec qui était arrivé là, d'un coup d'un seul, j'arrive. Le mec a 20 grands chelems. Le mec, sur le papier avant le tournoi, ils ont le même nombre de tournois. Il a sorti toute la nouvelle génération en arrivant jusqu'à les joueurs pro aussi ont leur préférence, n'oubliez pas ça. Les joueurs pro aussi ont grandi en étant fans d'un tel et un tel. Ça je trouve que c'est un pro Nadal, un pro Federer aussi. Parfois c'est tout con. D'ailleurs, on m'a traité de pro Nadal suite à ma truc. C'est quand même culotté parce que les Espagnols, je suis tout sauf pro Nadal. Faut le savoir. La potion magique sur le polo. Il y a beaucoup de phrases. Est-ce que ça on peut balayer, c'est le truc du dopage de merde là. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient sur Twitter, le fait qu'il ait 35 ans, qu'il tienne et tout. Je suis sûr que t'as pas d'infos, mais est-ce qu'on peut le balayer? C'est surtout un grand athlète qui a. Est-ce que ça peut être une tâche dans sa carrière, tu veux dire? À la fin, quand on fera le bilan et les comptes. Ah non, il a été pris. Il est clean, non? Il a été pris. Oui, non, mais justement, est-ce que ça sera une tâche indélébile sur? C'est une autre question, mais il a pas été pris. Bon, normalement, je veux bien. Moi, si vous avez des preuves, il faut les apporter au tribunal de la Haye et puis on en discute. Je les ai déjà beaucoup apportés dans cette émission, mais on peut en refaire. Autour de Nadal. On va vraiment finir ce débat. Oui, mais c'est pas pour ça. Donc on balaye cette merde, quoi. Moi, les gens dopés. Ah oui, mais c'est un autre débat, je pense. Et avec d'autres informations à apporter, je pense. Le fameux pot belge, nous dit le Professeur 76. Moi, juste la question sur laquelle j'ai envie de vous relancer, les gars, c'est on la place où cette victoire? Il y a beaucoup de gens à chaud qui ont dit c'est la plus belle victoire de Rafael Nadal, le 21e, c'est le plus beau et tout, etc. Ça s'entend, le dernier, ça peut peut-être être le dernier. Peut-être, t'as raison. Roland Garros, parce qu'il est relou sur Roland Garros, mais. C'est peut-être potentiellement le dernier. C'est une question que je vais te poser. Est-ce qu'on peut le revoir gagner même à Roland tellement qu'il y a laissé de la gomme? Je suis même pas sûr. Tu vois, là, Roland dernier, il est blessé et il se fait taper. Je suis même pas sûr qu'il a tellement laissé pour moi une partie de lui sur le terrain là-bas en Australie. Mais c'est le dernier. La manière dès les quarts de finale, tu le dis, les comebacks incroyables. Moi, j'ai presque envie de te dire que c'est le pro. Et puis mine de rien, c'est le 21e. Hop, il redevient le seul. En même temps, il n'est pas à son prime. Pour reprendre une expression, tu vois, ses baskets et tout. Moi, ce que j'aime bien, alors tu vas nous donner ton avis, Thomas, mais par exemple, quand il va taper Djoko, c'est quoi, c'est en 2007, 2008 Djoko, n'importe quoi, Federer à Wimbledon, dans cette finale d'anthologie. Ils sont tous les deux à peu près, en plus, à leur prime et tout, etc. J'ai envie de garder ces photos-là. Ça se jouera qu'entre les deux, de toute façon. Vraiment, c'est les deux plus grosses victoires de Nadal. C'est mettre fin à l'hégémonie Federer sur le center court. Après, s'être fait ses deux fois sur les finales en 2006, en 2007, il vient prendre celle en 2008 à la tombée de la nuit, alors qu'il n'y a pas de lumière, il y a juste cette photo avec le fameux spot là qui est là à dire ok d'accord, et le mec prend la finale 9-7, c'est celle-là où il revient de 2-7-0. J'ai pris la stat depuis le début de l'ère Open, c'est le 6e joueur en finale de Grand Chelem à revenir de 2 manches 0. Et il le fait contre le numéro 2 mondial. C'est juste improbable. Parmi ça, il y a du Lendl, il y a du... il y a la finale de Roland 2004, qui est Gaudio-Coria. Enfin, on est loin d'avoir des numéros 2 mondiaux dans tous les sens. Et voilà, dernièrement, il y a Thiem qui l'a fait contre Zverev à l'US Open en 2020. Il y a Djoko qui l'a fait la semaine passée, l'année dernière à Roland, et Rafa là, quoi. C'est tout. Les gars, votre avis, vous? Toi, Erwan, t'as plus gardé l'image de, en effet, ça peut être le dernier, comme profiter du dernier grand exploit de Rafael Nadal. Je reste persuadé que physiquement, il est sur une tangente. Alors là, il a bien calculé son coup, mais il reste sur une tangente. Je suis pas sûr que Nadal pourra regagner, mais pas parce qu'il l'a pas dans les bras ou dans le cœur. Parce qu'à un moment donné, il est à un âge où à un moment donné, son physique, du jour au lendemain, il peut lui lâcher. Mais c'est normal. Au contraire de ça, on se souvient de Roger il y a 3-4 ans, qui revient après des blessures et qui démonte tout le monde. C'était un peu le même. Moi, j'ai l'impression. C'était il y a 5 ans pile, au même âge que Rafa, sur le même tournoi. Et il a démonté tout le monde. J'ai quand même l'impression que la carrière de Rafael Nadal, et par son type de jeu, il a laissé plus de billes. Peut-être, mais ça, c'est un truc que tu dis aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est imbattable à 100% sur terre battue. Donc, il y a. Même à 80, même à 70. Et même à 70, très bien.
mais vraiment, le fameux pied beau et tout ça. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de dire, oui, peut-être le dernier et tout. S'il prend un 22e titre à Roland-Garros, qu'est-ce qu'on va dire? C'est génial. Je voulais qu'on parle de Roland-Garros faut... aussi, parce que dans ses plus belles victoires, moi, je me souviens de la décima à Roland-Garros, ça avait été aussi quelque chose. Est-ce que toi, parmi celles à Roland-Garros, tu as envie d'en ressortir une, toi qui connais bien tous les matchs qu'il a joué là-bas et toutes les finales qu'il a gagnées? Est-ce que, par exemple, on a parlé de Wimbledon, on a parlé de l'Open d'Australie. Est-ce qu'à Roland-Garros, c'est quoi son plus grand match? Le plus grand match à Roland, c'est pas une finale. C'est la demi. C'est la demi contre Djoko en 2013. Il y a même pas. Ils ont été à un niveau stratosphérique ce jour-là. C'était juste exceptionnel. Et d'ailleurs, ça coûte peut-être la finale de Tsonga parce que le public en a tellement vu pour du beau tennis que Tsonga rentre face à Ferrer en demi-finale à la maison. Tout le monde est parti. Et non, mais c'est vrai. Et le mec était à la maison contre Ferrer en 2013, deuxième demi. La première a commencé à 13h. Donc du coup, tout le monde dit ok, d'accord, 16-30, ça va être son gars, c'est cool, tout le monde va aller voir. C'est le Français, il n'y a pas eu des Français non plus en demi à Roland. Et il joue Ferrer, il joue pas Nadal ou il joue Ferrer, c'est jouable. La demi entre Djoko et Nadal se termine à 9-7 au 5e, il est quasiment 17h30. Tsonga et Ferrer rentrent à 18h, il n'y a plus personne dans le stade. On sait que Roland-Garros, 17h30, c'est sacré, c'est l'heure de la coupe de champagne. Non, mais c'est fou, vraiment c'est fou. Et il prend 3-7 et c'est fini. Ouais, non, son plus beau match à Roland, c'est celui-là. Et la plus belle victoire, en finale, il a été à chaque fois quand même relativement expéditif. Hein. Moi, j'ai souvent été déçu des Federer, des Federer. Roger, il se faisait botter. Il prenait le premier set, allait dans le meilleur des cas, et puis derrière, il se faisait rouler dessus. Voilà, en tout cas, les amis, sur ce beau sujet, sur Rafael Nadal, on a hâte du coup d'être à Roland. Déjà, il fera un petit peu plus chaud dehors. On pourra recommencer à bien sortir. Et surtout, on aura des réponses. La question, quand même, la question, est-ce que c'est le GOAT du tennis? On peut quand même lui poser la question. Est-ce que pour toi, c'est le GOAT? Il y a débat. Ça, c'est une certitude. Donc, il n'y a pas GOAT. Merci, après, Polo. avec ce qu'il a fait hier, il vient... Pour moi, il revient à hauteur de Novak Djokovic. Avec les deux, ce qu'ils ont produit, ils ont laissé Federer troisième, même si Federer est dans les... Non, mais je m'explique. Je m'explique. Allô, Stéphane? Non, mais je m'explique dans le truc parce qu'il faut avoir quand même deux, trois stats. Ce que Federer a créé, c'était incroyable. Mais Federer l'a créé au moment où les deux ont commencé vraiment à performer, Nadal et Djokovic. Federer avait déjà 12 grands chelems. Ouais. Et ça, c'était un problème. Et donc, ça veut dire que le mec a pris 8 grands chelems pendant que un en a pris 16 et l'autre en a pris 20. Donc, à l'époque où il a été avec les deux autres, il a été quand même légèrement en retrait. Parmi les head-to-head, Nadal et Djokovic sont meilleurs que Roger Federer. Dans les Masters 1000, ils ont plus de Masters 1000 que Roger Federer. Roger Federer a le pouvoir du public. Ok, Nadal n'a pas le Masters de fin d'année qu'ont Federer et Djokovic. Mais Nadal a la médaille d'or olympique que n'ont pas Federer et Djokovic. Et à chaque fois, c'est ça qui est très, très compliqué. Federer peut se baser sur le nombre de semaines passées au premier rang ATP, mais c'est fait passer par Djokovic. Donc, il y a très peu de fois où Roger Federer est parmi les premières. Peut-être sur le ressenti. Sur le ressenti. Et c'est quand on sort justement du côté un peu mathématique, statistique et tout. Il ne faut pas qu'il soit trop loin statistiquement. Et sur le côté ressenti, il est quand même 19 fois personnalité préférée du monde du tennis. Et ça montre le côté il a gagné 19 fois le titre de fin d'année de personnalité préférée dans le monde du tennis. Donc Rafael Nadal a maintenant les grands chelems. Si le monde est purement mathématique, ok, c'est 21-20-20 Nadal. Mais il y a tellement de choses à côté. Et par contre, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il est le GOAT sur Terre. Et là, personne viendra dire le contraire. Pareil pour Roger sur pelouse? Oh non. Ah, ok. Non. Je demandais comme ça, mais apparemment, numéro 4. Non, mais là, tu peux avoir débat. Parce qu'il y a Novak Djokovic qui traîne à... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais Roger doit avoir 8 WIM et Djoko déjà 6. D'accord. Donc, oui. Bien sûr. De toute façon, comme l'a dit très justement quelqu'un dans le chat tout à l'heure sur le débat, je crois que c'était sur la NFL, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut attendre toujours la fin de carrière pour dire, et ça c'est quelque chose à laquelle toi tu es très attaché. James, on passe nos vies à les comparer. Le mec, il va peut-être encore jouer 2 ou 3 ans. Il gagne encore 2 ou 3 titres, ça change tout. Hein. Exactement. Je pense max. À Wimbledon, par contre, le jardin appartient à Roger Federer. Eh bien écoute, tu reviendras dans quelques années pour faire ce débat sur qui est le grand GOAT du tennis, et je pense qu'on y passera quelques temps. On invitera Steph Brun aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Un lobbying assez important, bien sûr. Et on mettra les mêmes mecs de la Sécu chez les Russes, là, avec les cacoules. Les cacoules. Allez, les amis, il nous reste 7 minutes, mais ça nous laisse le temps de jouer.
Allez, on repart sur un petit blind test pour ouvrir ce quiz, les amis. La semaine dernière, je vous ai fait les chants de supporters et je me suis dit que c'était un peu naze parce que Non, moi, j'ai bien aimé, c'est un peu naze parce qu'il y a beaucoup d'anglais et parfois en fait les clubs on les connaît pas trop. Bref, je suis parti sur un quiz parce que vous êtes tous commentateurs sportifs. Il y a que des commentateurs sportifs ici autour de cette table. Alors faisons un quiz commentaire sportif. L'idée n'est pas de retrouver le commentateur. L'idée, suivant le commentaire, sera de retrouver. Je vous demanderai par exemple soit l'année, soit la compétition, soit de quelle discipline c'était ou ce genre de choses. Allez. Ok, on commence. Alors le premier, je vais vous demander l'année. Et je vais vous demander quelle était la compétition. Ok ? Concentrez-vous. Premier extrait. Va devoir faire le retour de sa vie maintenant alors que les 3 Américains sont là. Washington n'est pas en tête, c'est Jérôme Blanc. Les Français C'est 96 Atlanta. Ils sont en train de gagner mètre par mètre. Mais c'est trop loin. C'est trop loin. Et Marc Raquil va revenir, c'est pas trop loin. Marc Raquil 2003. Marc Raquil 2003, en Stade de effet. France, bravo. Exactement. 1 point pour la team Erwan et Polo. Le deuxième extrait, je vous demande l'année et je vous demande le match. Ils sont un petit peu perdus. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin. C'est bien fait, bien joué. Il est là. Christophe est parti. Il est là. France-Nouvelle-Zélande, 1999. Un partout. Cette fois-ci, je vais vous demander le match et je vais vous demander aussi également l'année. Près d'une fessée aujourd'hui, eh bien, je suis entièrement rassuré. Allez Antoine, va les provoquer, va chercher la faute. Le public qui commence à 91, supporter la France, les Davis. 8500 spectateurs. Et voilà, Antoine Rigaudot, et 3 points. Oh mon Dieu, les États-Unis, Ah, mais c'est. Je suis Jeux Olympiques 2000. J'étais à Bologne, J'ai confondu Dapoury avec Noah. Avec Et Noah, il coach en plus, donc il peut pas commenter n'importe quoi. 2-1. Alors là, je vous demande, je vais pas vous demander parce qu'elle peut être un peu dure. Je vais vous demander, alors si vous avez l'année, je vous donne un point supplémentaire. Je veux que vous me retrouviez les 2 sportifs concernés par cette séquence qui, d'ailleurs, est hilarante. Écoutez bien. York, oui, bien Non, c'est pas celle-là, Ouais, Turc. C'est la 4. Svensen, Coulthard, Akinen. Regardez, comme le Jacques s'excite derrière. Est-ce que c'est pas la machine? Voilà, c'est là où on peut doubler, c'est là où on peut doubler. Et il y va, Et il passe. et il Oh, se touche, quel con. et il s'accroche, et Villeneuve. Ah, mais c'est Jean-Louis Moncey. Oui, C'est Aikinen Villeneuve. Non, il a dépassé. Aikinen Villeneuve. J'ai pas entendu. Aikinen Villeneuve. Non. Le quelconque, c'est Choumi le dernier Grand Prix 97 là Coulthard. C'est pas Coulthard. C'est avec Villeneuve, je sais pas, Villeneuve. C'est Villeneuve, Villeneuve. Schumacher. Ah, Ah, tu m'as donné l'événement. Oui, bah bon, frère, Allez, j'avais bien compris que allez, c'est c'était, pour toi, c'est pour Jaco, toi. hein. C'est pour toi. L'homme peroxydé. Quel con! Oh merde! Ça c'était J'avais génial. dit quel con incroyable. Sur TF1, hein, 15, il était 15h43 à ce moment-là. Il avait choisi son camp. Je peux te dire, ouais, il avait choisi son camp. Bravo. Villeneuve, Schumacher, l'accrochage à GRS 97. Retrouvez-moi, tiens, le match. Alors, si vous avez l'année, c'est bonus aussi, un petit point de bonus. Un match qu'on a tous oublié. Moi, je m'étais régalé ce soir-là. Et je m'étais régalé grâce à ce commentaire notamment. York, oui, bien pris par Fischer, obligé de revenir derrière. Cher. Très agressif, Berg. Yannick Fischer. Allez, vas-y. Ah, ça, c'est l'occasion. Ne la manque pas, bonhomme. Et but. Elle est dedans. Et but de Bakayoko. Bravo. Bah, c'est l'OM quand ils font 2. Newcastle. Ils vont gagner à Manchester United. C'est le 2-1. C'est 99. 99. Oh là là, bravo, oui, bien bravo. sûr. Ce but, je te jure, Bien sûr, moi je me bien rappelle sûr. quand j'étais petit, je cherchais des trucs et je me suis dit, Bakayoko, faut qu'on le mette. Bakayoko. Vas-y mon petit, Ouais, vas-y mon petit. Bakayoko C'était génial. United, Vas-y ouais. bonhomme, t'as raison, exactement. Bravo, Trop bien. Ça fait 3-2 je crois. Ouais, si je ouais, me disais comme ça. 3-2, c'est exactement 3 ça. minutes. Est-ce que vous pouvez me retrouver le match? Quelles étaient les 2 équipes qui s'opposaient ce jour-là? Attends, Chris, il faut qu'il mette ses 2 lancers. Il va les mettre, évidemment, il va les mettre. Non, mais c'est pas vrai. Mais quelle fin de carrière. C'est un rêve. C'est Kobe, c'est Lakers Utah Jazz. Jazz. Oh, 4-2. Bravo. Le dernier match de Kobe, les lancers francs, les Présenté 60 points. par, commenté par, c'était Singleton ouais, Ouais, et Rémi. voilà. Ouais, parce qu'il y avait les Warriors à côté, et donc. T'étais pas bien, on avait pas vu Abin ensemble? Non. Ça, j'étais à la maison. Moi, Pour j'étais le dans mon dernier lit, match moi. de Kobe, j'étais tout seul en train de chialer en slibard. Hein, je te le dis. Là, je partage avec personne ce dernier moment. Et il a revu le replay dans la foulée. Bien sûr, pour, bien sûr, bah, c'est 20 fois au moins. c'est normal. Je pensais que tu l'aurais celui-là, tu vois. Bah non, mais Erwan il est bon aussi en basket. Non, mais hein. je sais. Ah bon? T'oublies trop souvent que mon numéro c'était le 8 au basket, parce que Kobe. C'est vrai, on l'oublie trop C'est souvent. vrai, t'as raison. On aurait même pas. J'avais les mêmes qualités que lui. Est-ce que vous pouvez me retrouver l'année?
Il aura donc dompté, lui, le petit grimpeur varois qui rêvait du pharaon. Il y a 10 ans, en 92, 96. Attends, non, il n'y a pas Varois. Après la suspension, c'est Véran. Viens en 2002. Une victoire de prestige. 4-3. Bravo. Moi aussi, je fallait donner l'année. bien sûr. Fallait donner l'année. Bah oui, Fallait donner l'année, ouais. Ah ouais, mais c'est Viran. J'ai dit l'année, mon Polo. Ah merde. C'était Viran dans le Ventoux. J'ai dit Viran. On va très très vite, les amis. Visiblement, oui. Retrouvez-moi le sportif et l'année, ça vaut 2 points, puisqu'on a 4-3 qui nous reste 1 minute 36. 12 secondes. Dans 12 secondes. On n'ose pas y croire, on n'ose pas y croire. Mais on va y croire. Douillet 2000. Une seconde de pas craquer. Douillet 80. Non Douillet 96 30 secondes de pas craquer. Douillet 2002. Douillet 2000, t'as dit? Ouais, 2000, Ouais, c'est là. Ah, C'est là. Douillet c'est le 2000. judo. Douillet 2000, en Il effet. reste 12 secondes, Judo. pas craquer. C'est le Voilà. maté qui m'a Et à la fin, ce qui est génial, c'est qu'elle dit faut pas craquer, et à la fin, en fait, tu comprends plus rien parce que la nana pleure en fait à l'antenne. C'était génial. Tiens, celui-ci, vous me donnez. Attends, excuse-moi, désolé. Vous me donnez, allez, l'année et le sportif concerné. Oh non, c'est une honte. Oh, c'est pas vrai, c'est un scandale. C'est Dominica qui truque tout le combat et le Français qui encaisse le Ah, deuxième. c'est Alexis Vastine, ouais. Quelle année 2004. 2012, merci. 2008 ou 2012, malheureusement. Ils reviennent à 4-4. Avec Ils Romero. reviennent à Oh, le 4-4. seum. Saurez-vous me retrouver ce match? Et alors là, on va peut-être se jouer même en finale. Saurez-vous me retrouver ce match? Et si vous me donnez le match et la saison, on va dire que c'est le all-in. Allez, vas-y. C'est Bordeaux-Marseille, c'est 98-99, non? C'est pas Bordeaux-Marseille. PSG, Slovan Bucarest. Il y a le PSG dans les deux équipes. Nantes-PSG, Oui, il est là. 96. 15. 80, c'était C'est le but 95, avec 94, oui, c'est 95. le coup, et Exactement. voilà, le ballon n'a pas touché le sol. Exactement. Est-ce que vous retrouverez ce commentateur? Ça va très vite. Corner, bien dégagé. Demby qui va tenter la frappe du gauche. Ça revient à la surface. Et quel but! Quel but fantastique de Sarup! Une reprise de volée! Mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Une nouvelle fois! Et il vient débloquer la situation pour Orléans. Le capitaine, fantastique but! Voilà les œuvres. On dirait que c'est Stade de la Source. C'est ça, exactement. Bravo les gars. Bravo les gars. Merci, Victoire Manu. de l'équipe Erwan et Polo. À la semaine prochaine les amis. Tout de suite le before du récap.